Tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000% pour être 1% meilleur à chaque épisode. On voudrait remercier notre partenaire Féroce. Saviez-vous que notre alimentation moderne est jusqu'à 4 fois moins nutritive que celle de nos ancêtres? Pourtant, le foie de bœuf est l'un des aliments les plus riches de la planète. Seulement 7 grammes suffisent à couvrir une grande partie de nos besoins en vitamines et minéraux. Le problème, nous avons perdu l'habitude d'en consommer. C'est là que Féroce intervient avec son haché révolutionnaire. Un mélange savoureux de 80% de viande de bœuf nourrie à l'herbe et 20% d'abat. Pas de compromis sur la qualité, chaque lot est testé en laboratoire pour garantir sa richesse en micronutriments et oméga 3, tout en restant exempt de polluants comme les métaux lourds ou pesticides. Ça régale. Dans le cadre de notre partenariat, la marque offre aux auditeurs 4 steaks 3 étoiles avec votre première commande de haché féroce. Pour en profiter, il suffit de l'ajouter à votre panier et d'utiliser le code 1000% sur la page de paiement. Lien et code en description. Dans le cadre de notre partenariat avec Nutrien&Co, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code podcast10. Lien et code en description. Retour au podcast. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de 1000%. Aujourd'hui, c'est la seconde partie de l'épisode avec Vincent Foulonneau sur la longévité. La première partie était sur l'activité physique, comment optimiser ses entraînements pour sa santé. Et là, la seconde partie va être sur le sommeil, les polluants et l'alimentation. Un épisode très complet, donc on a fait un épisode de plus de 4 heures. C'est pour ça qu'on a exceptionnellement décidé de couper en 2 parties. Donc bon épisode à vous, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne, laissez un commentaire car c'est vrai que Vincent d'ailleurs prend le temps de répondre à tous vos messages et vos interrogations, donc ça c'est quand même un sacré point. Donc posez vos questions, mettez un petit like et bon épisode à vous. Et par contre, du coup, la seconde partie, c'est il faut surtout bien récupérer, sinon on pourra pas le faire. Donc peut-être on va rentrer dans le sommeil. Peut-être que c'est vrai que tu en parles pas mal. C'est vrai que c'est directement lié à l'activité physique. Les deux sont presque indissociables hein, parce que on peut pas faire l'un sans l'autre. Est-ce que tu Ouais, pourrais nous expliquer un petit peu les mécanismes brièvement hein, du sommeil avec l'adénosine, la mélatonine et le cortisol, comment ça fonctionne un petit peu de façon imagée pour nos auditeurs? oui, alors, bah, donc le sommeil, déjà, je parlais de la structure du sommeil. Vous avez des wagons du sommeil qui durent entre 1h20 et 1h40. Ces wagons sont décomposés en sous-éléments. Une partie qu'on appelle la, la non-REM, c'est-à-dire le sommeil la REM, c'est REM, ça veut dire Rapid Eye Movement. Donc c'est la phase de sommeil léger, moyen et profond. Et ensuite une seconde partie qu'on appelle le sommeil paradoxal, donc Rapid Eye Movement, c'est là où les yeux bougent, voilà. Et ça se répète plusieurs fois dans la nuit. On a entre 5 et 7 cycles de ça dans la nuit. Et on sait que les phases majeures de restauration de l'organisme sur le plan immunitaire, sur le plan cérébral, au niveau du recyclage des toxines, se font principalement pendant la phase la plus intense du sommeil profond, donc ce qu'on appelle N3. C'est N1, N2, N3 les catégories. La phase la plus profonde, c'est N3. Donc se fait principalement pendant N3 et pendant le sommeil paradoxal. Les deux pour des raisons un peu différentes, sont utiles. Et on sait que si on dégrade le volume de ces deux sommeils-là, ou de l'un de ces deux sommeils-là, on dégrade les capacités générales de restauration de l'organisme, ce qui fait que le lendemain, on se réveille fatigué. Et du coup, deux individus qui dorment exactement la même quantité, mais l'un a moins, par exemple, de volume paradoxal, de sommeil paradoxal, et l'autre en a la bonne quantité, bah, l'un va percevoir une fatigue, une restauration moins bonne pour sa santé. Et du coup, ça a un impact cumulatif qui est colossal, parce qu'on dort tous les jours, on dort un tiers de sa vie, ce qui est quand même assez important. Et alors, au niveau hormonal, vous avez plein d'hormones qui régulent le sommeil, mais il y en a trois en particulier, en général, quand même, qui résonnent souvent dans les problématiques scientifiques, c'est l'adénosine, la mélatonine et le cortisol. L'adénosine et la mélatonine aident à l'endormissement, et le cortisol, lui, entre guillemets, l'empêche. C'est plus une hormone du réveil, l'hormone du stress. Le cortisol, c'est l'ennemi numéro 1 des sportifs, et c'est peut-être l'ennemi numéro 1 de la santé quand il est trop élevé. Il est très utile pour réagir à du stress, pour bouger, pour être actif dans la journée, mais le soir, on est censé, à peu près à 23h minuit, avoir un pic de cortisol
pas un pic, l'inverse d'un pic, un creux au niveau du cortisol. C'est-à-dire que le cortisol est extrêmement bas, ce qui fait que du coup, on est censé facilement aller s'endormir grâce à ça. Et le matin, à l'inverse, le cortisol, c'est là où il a son pic, entre 8h et 10h du matin. Donc c'est là où on a l'éveil. Si vous êtes stressé, si vous regardez des écrans, si vous êtes anxieux, si vous avez bu du café, tout ça, c'est des trucs qui font monter le cortisol. Donc forcément, si votre cortisol est trop haut, vous allez moins bien dormir. Ça, c'est un premier point. Ensuite, vous avez la mélatonine et l'adénosine. Donc, l'adénosine, c'est une molécule qui commence à se cumuler dès le matin, qui s'accumule tout au long de la journée. Et on a un seuil tellement important le soir que du coup, il y a un effet de décompensation. Poup, au bout d'un moment, on atteint un seuil critique et le cerveau nous dit OK, il faut dormir, on est fatigué. La pression Et du pendant la nuit, sommeil. Comment? La pression du sommeil. La pression du sommeil, ouais, exactement. Et vous avez un autre truc aussi qui s'appelle la mélatonine. Elle a un rôle adjuvant conjoint à l'adénosine. Elle, en fait, elle détecte la luminosité et quand elle voit qu'il fait noir, poup, elle a tendance à s'activer. Et plus la mélatonine est forte, plus ça nous dit au cerveau, OK, il faut dormir. C'est une manière de se réguler par rapport au cycle de jour-nuit. Voilà. Et comme on est extrêmement intelligent, nous les êtres humains, on a réussi à flinguer chacune de ces trois molécules dans notre quotidien à l'heure actuelle. Entre les écrans bleus le soir, la lumière qui vient flinguer la mélatonine dans sa production, le café qui vient bloquer l'adénosine dans sa captation, et qui vient également augmenter la quantité du cortisol, le stress du quotidien, qui est quand même beaucoup plus important que ce qu'on vivait il y a 200 000 ans, qui vient faire exploser nos taux de cortisol, tout ça fait que du coup on dort beaucoup moins bien. Le café, en plus, t'expliques que souvent des gens vont dire non, moi le café ça va, j'arrive à m'endormir facilement, mais il va aussi dégrader la qualité du sommeil, il me semble. C'est bien ça aussi? Et ouais, alors le café, il a les gens qui sont cherchants dans le domaine J'en bois plus du à cause de sommeil. toi, hein. Ça fait 3 semaines, j'ai pris un coup de barre, ça a été dur, mais j'essaye de m'y mettre. Comment ça, à cause de moi? Grâce à moi, tu Ouais, veux dire? grâce à toi, c'est vrai. Le café, il a plusieurs effets négatifs. Premièrement, il fait exploser vos niveaux de cortisol. Donc, cortisol élevé, du coup, vous avez tendance à moins facilement vous endormir. Secondement, il bloque l'adénosine. Donc, du coup, il retarde cet effet de j'ai envie d'aller au lit. Et quand l'adénosine peut enfin se libérer parce que la caféine est finalement détruite grâce aux enzymes du foie, vous avez ce qu'on appelle un caféine crash. Donc, du coup, vous vous sentez épuisé et vous tombez dans le lit. Et en plus, autre truc qui fait pas plaisir, c'est que ça dégrade la quantité de sommeil profond et de sommeil paradoxal. Ça les fait diminuer, voire ça peut les annuler complètement. Et comme je l'expliquais précédemment, c'est des phases importantes pour la restauration. Si vous ne les avez pas, vous ne pouvez pas vous restaurer complètement. Et comme je parlais du cortisol, un autre effet que ça a, c'est que comme ça fait monter en fait la noradrénaline et l'adrénaline, du coup, puisque la noradrénaline est un précurseur de l'adrénaline, ça fait monter du coup le cortisol, mais au passage, ça fait monter l'anxiété. Du coup, si vous êtes anxieux, ça rend aussi votre journée plus compliquée. On peut être un peu plus facilement parano. Enfin, en fait, en termes de perception du bonheur, littéralement, la caféine, c'est un faux ami. C'est sur le coup, vous avez l'impression d'être en super état, et finalement, sur le long terme, ça vous rend presque malheureux. Tu parles du café qui est consommé à n'importe quel moment de la journée. Forcément, je pense que tout le monde a compris que de boire un café à 18h, c'était pas une très bonne idée. Mais un café, par exemple, qu'on prend à un peu décalé du réveil, mettons, on le prend à 10h. Ouais. C'est néfaste quand Alors, même, ça peut perturber la qualité du sommeil ou moindre mesure. ça dépend de ta génétique. Il y a des gens qui ont des mutations au niveau des enzymes digestives de la caféine, qui fait que du coup, ils digèrent très lentement la caféine. Ça met 6 heures, la demi-vie, c'est 6 heures, ce qui fait que du coup, elle est éliminée complètement, enfin, pas complètement, mais essentiellement au bout de 18 heures. Donc ça veut dire que si tu la prends à 10 heures, ça veut dire qu'elle est éliminée complètement à 4 heures du matin. Donc déjà, c'est un effet néfaste. Il y a d'autres personnes qui ont une génétique plus favorable, où pour le coup, la demi-vie est seulement de 3 heures, ce qui fait que du coup, s'ils boivent leur café à 15 heures, ça va. C'est Donc ça pareil, dépend des gens, ça. c'est pareil pour la théine. Excuse-moi, Vincent. C'est pareil pour la théine ou pas? Non, non. Non, parce que la théine, vous avez entre 10 fois et 1000 fois moins de café dedans. Et en plus, le thé contient de la L-théanine.
en quantité assez importante, et la L-théanine contrebalance littéralement les effets de la caféine. Elle a un effet neurorelaxant, elle fait diminuer l'anxiété, elle augmente la production de sérotonine. C'est très positif la L-théanine. Donc du coup, non, c'est pas du tout la même chose. Ok. C'est vrai que moi, le café, ça me fait kiffer, tu vois. Non, mais je te dis la vérité. Donc, après, comment mesurer l'impact du plaisir de prendre un bon café? Si on est mesuré, il y a aussi un apport d'antioxydants qui peut être bénéfique pour la santé mitochondriale. Qu'est-ce que tu en dis? Je Ouais. viens de chercher un peu sur la mitochondrie, je sais, mais bon. Peut-être le En déca, fait, non? C'est pas le juste milieu, un bon Il déca y a pour... quand même de la caféine dedans. Ouais, mais bon. En fait, le problème de fond, finalement, c'est est-ce que tu prends du café? Alors, un premier problème, je pense, c'est d'abord de se poser la question, c'est est-ce qu'on prend le café pour compenser la fatigue ou est-ce qu'on prend le café seulement par plaisir? Si on prend le café seulement pour compenser la fatigue, déjà, ça va pas. Là, c'est sûr que là, c'est un no-go. Maintenant, si c'est par pur plaisir, il faut essayer d'éviter quand même de le consommer au-delà de 15 heures parce que, objectivement, peu importe ta génétique, tu sauras que c'est un effet délétère sur le sommeil, même si c'est du plaisir. Et ensuite, si ça ne t'apporte pas d'anxiété, parce que pareil, ça c'est des neurotypes entre guillemets, ça dépend de la manière dont vos neurotransmetteurs du bonheur fonctionnent au niveau de votre cerveau. Il y a des gens qui sont particulièrement anxieux parce qu'ils ont tendance à ne pas développer assez de noradrénaline et de sérotonine. C'est conjoint, c'est connu que ces deux-là, quand ils sont un peu sous-produits, on a tendance à être vachement plus anxieux. Alors le café est votre ennemi, littéralement. Mais si tu as, à l'inverse, par exemple, tu produis trop de sérotonine, l'excès de sérotonine produite, ça a tendance à générer des gens qui sont un peu apathiques. Du Trop coup, de la caféine, mélatonine. c'est bon. De sérotonine, hein. Hmm. Mais du coup, là, pour le coup, c'est utile. Ça peut faire sens. Donc, ça dépend aussi de votre génétique et de la manière dont, d'un point de vue neuro-endocrinologique, vous fonctionnez. Et ça, je peux en parler un peu de ça, si vous voulez. Vas-y. Donc voilà. Donc du coup, je veux pas non plus être un absolutiste sur le café, mais disons qu'il y a beaucoup de gens en général qui prennent du café par défaut, comme excitant, alors qu'ils devraient le prendre seulement sur les jours où ils sont bien, ou alors si c'est vraiment un plaisir, parce qu'ils aiment prendre du bon café avec une cafetière, une bonne cafetière, c'est encore autre chose ça. Mais combien de gens qui boivent du café à la machine à café qui est dégueulasse L'enfer. Et l'enfer. tu voulais, t'avais une question, Vincent, ou... Non, c'est Ah, très ok. bien. Et donc là, on a vu le café. Et les écrans aussi, t'en parles pas mal. Est-ce que c'est que la lumière bleue ou est-ce qu'il y a autre chose? Parce que il y en a certains qui disent aussi que ça dépend de ce qu'on regarde. C'est-à-dire, si on va regarder peut-être un Mm. truc qui est hyper stimulant, ben, ça va nous empêcher de dormir. Et à contrario, si on écoute peut-être un podcast assez calme ou quoi, ça va peut-être nous calmer. D'ailleurs, si vous écoutez le podcast, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, à liker la vidéo, tout ce qu'il faut, que ce soit sur YouTube ou sur Spotify. Donc, c'est quoi ton avis par rapport aux écrans et comment faire? Il y a un double effet effectivement pour les écrans. Il y a à la fois la stimulation cognitive et en même temps l'exposition à la lumière bleue. L'exposition à la lumière bleue va intrinsèquement faire décroître la production de mélatonine, donc ça c'est un problème. Et en plus la stimulation, effectivement, si vous êtes en train de regarder votre série préférée et qu'ensuite vous allez au lit, forte chance pour que ça retarde votre sommeil. Et ce qu'on sait là-dessus, c'est que les écrans bleus, du coup, non seulement diminuent la qualité de votre sommeil, c'est-à-dire la proportion de sommeil profond et de sommeil paradoxal, mais ils diminuent également à peu près d'1 heure le volume total du sommeil. C'est-à-dire que si vous avez besoin de 8 heures de sommeil, à cause des écrans bleus le soir, vous n'allez dormir que 7 heures, alors que vous avez besoin de 8 heures. Et pire encore, si vous arrêtez, eh bien, comme le cerveau est un organe d'habitude, il va mettre entre 2 et 3 mois pour voir les effets bénéfiques de l'arrêt. Donc autrement dit, vous allez garder les mêmes habitudes cognitives et neuro-endocrinologiques que lorsque vous aviez les écrans bleus, alors que vous n'avez plus d'écran bleu, ce qui est assez pénible. Et là, tu parles que pour avant de dormir ou même toute la journée, ça peut avoir un effet négatif sur le sommeil qu'on va passer. Par exemple, je pense à un salarié qui va peut-être dans les bureaux travailler toute la journée sur un ordinateur notamment. Est-ce que ça aussi, ça va l'impacter dans son sommeil ou c'est vraiment que le moment avant d'aller dormir qui peut être impactant? Non, c'est à peu près les 3-4 heures avant le... Si vraiment si je prends tout, c'est 3-4 heures avant le sommeil. Donc ça veut dire que idéalement, il faut couper les écrans. C'est assez, c'est pas linéaire ce truc, mais si tu coupes les écrans 1 heure avant d'aller au lit, tu règles 50%, 60% du problème.
Et même la déjà. lumière à la maison alors? Est-ce qu'à partir de 20 h, on essaye de couper, d'être un peu dans le noir? Bah ouais, c'est ce qu'il faudrait. Ou alors avec une lumière sobre, une lumière rouge, typiquement, pas une lumière avec du bleu. Ok. Se met C'est des petites lunettes oranges, là, on voit la vie en orange, là, tranquille. ouais, ça. Ah, Ah, il les a, hein? là, tu rejoins nos amis du sommet de l'hypersanté, pour le coup. C'est Ouais, là ouais, où je là-dessus t'ai connu c'est avec un commentaire ouais, ouais, tranchant. Waouh. Ouais, tu m'as fait peur, là. Je devais te le dire, je t'ai connu par ce commentaire, tu m'as effrayé. Ah, il aime bien, il aime bien titiller, Vincent, j'ai l'impression, hein. Il veut Ouais, rétablir bah l'ordre. Bah, il faut, hein. Ah, après, J'ai eu peur. c'est J'ai eu peur. non, mais c'est parce que vraiment je comprenais pas la vidéo sur le sujet, mais bon, on en a parlé c'est après en commentaire, de toute ouais. façon. Et après, donc, on a parlé des En tout cas, on écrans. les salue quand même, hein. Oui, Ils font quand même quelque chose d'exceptionnel. J'espère que tu viendras faire un tour au 3e sommet de l'hypersanté, Vincent. C'était magnifique. il y sera, je pense. Et donc là, on a vu le café, on a vu les écrans. Est-ce que le, Ouais. le sport, tu dis aussi que c'est un super élément à pas faire, bien sûr, trop tard, à le faire plutôt 4 heures avant? Ouais, alors ça c'est vrai que c'est un autre sujet encore. Alors avant que j'aborde ça, parce que c'est un sujet à part entière aussi, Hmm, juste parce que j'ai pas répondu, je crois aussi à la quantité d'antioxydants dans le café. ok. Ah oui, c'est vrai. Alors Et ouais, tu l'as oui, cherché aussi, Vincent, tu l'as Ah ouais, cherché. mais ça travaille, j'aime bien, j'aime bien. t'as des antioxydants dans le café, effectivement. C'est un puissant antioxydant qu'on trouve, mais l'effet sur le sommeil, pour le coup, et les antioxydants est littéralement nul et non avenu. À moins qu'on soit en situation inflammatoire chronique. Ok, je peux me confier? C'est que je dois trouver un mémoire pour mon DU de micronutrition. J'adore le café et je voulais aller chercher du coup le pouvoir antioxydant dans la santé mitochondriale grâce au café. Donc tu me dis de pas y aller là, c'est ça? Non, ouais, non. Prends le C'est thé. vrai? Prends Prends le le thé. thé, ouais. Peut-être le thé. Ouais, va Par chercher. contre, ouais, par contre, C'était ce que tu pour peux faire, allier, tu sais, le meilleur des deux mondes. Bon après voilà. le meilleur des deux mondes, c'est, il y a des, je peux, si tu veux, je t'enverrai les papiers après, mais c'est théine, L-théanine plus caféine. Parce que ça, littéralement, ton pic cognitif, il explose littéralement. Mais vraiment, c'est incroyable les effets. Et par contre, tu n'as pas les effets délétères de la caféine pour le sommeil. Donc ça veut dire quoi? Mixer en fait. Je prends un bon café avec un bon café, une bonne cafetière, un thé, du Alors, maté, du thé ouais, vert. Qu'est-ce que je fais? le problème, c'est que pour l'L-théanine, pour avoir les doses, il faut que tu te boives 2 litres de thé dans la journée. Donc sinon, tu le prends en gélule. Ok. Mais tu prends de l'L-théanine et de la caféine. Ta cognition, elle est à 200% littéralement. Et Ok. t'as très peu les effets délétères de la caféine le soir. Tu peux expliquer pourquoi? Non. Alors, ça fait partie d'ailleurs de la formation que je donne sur les compléments alimentaires avec Sylvain Druguet. Mais du coup, la L-théanine, ce que ça fait, c'est que alors, ça vient siphonner le glutamate, qui est un élément plutôt excitant dans les neurones, pour le transformer en un élément relaxant, en GABA, littéralement, dans les neurones. Donc, vous transformez un truc excitant en un truc relaxant pour les neurones. Enfin, plutôt, vous prenez le substrat, pour être exact, vous prenez le substrat des neurones excitateurs, vous lui siphonnez, vous lui siphonnez ces substrats, et vous transformez ces substrats pour le donner aux neurones relaxants. C'est comme la Donc, taurine ou c'est différent? alors, la taurine aussi a cet effet-là, mais la taurine, c'est plus un anti-crampant. Mais oui, c'est un peu le même genre, ouais. Ok. Il me semblait que tu conseillais aussi la taurine Ouais, avant de dormir. Dans la boisson oui. d'effort, en zone 2. Alors oui, mais ça c'est pour éviter de cramper. Mais oui, ça marche très bien aussi. C'est un peu les mêmes effets. Et donc du coup, ben, c'est très puissant cet effet-là pour l'endormissement et pour tamponner les effets négatifs du café. Et c'est vrai que excuse-moi, juste cette technique de prendre un complément avant de faire le sport, est-ce que ça peut être judicieux justement parce qu'on vascularise? Tu vois, je pense notamment moi qui prends du magnésium. Est-ce que Mm. typiquement, peut-être ça peut être intéressant de prendre du magnésium avant d'aller faire peut-être. Bon, après, le magnésium, peut-être c'est difficile pour l'assimiler au niveau digestif.
Moi, perso, j'ai pas de souci. Mais tu vois, est-ce que cet aspect de vascularisation peut avoir un intérêt peut-être pour aller chercher plus de tissus et répandre au mieux la stimulation ou est-ce que non, c'est fake? Bah, alors pour les vitamines et les minéraux, ça va aider parce que de toute façon, sur ton effort de zone 2, tu produis un max, enfin tu utilises un max de minéraux et de vitamines, donc du coup ça fait sens. Maintenant, par exemple, alors pour la taurine, oui, je suis d'accord. Pour la L-théanine, je suis d'accord. Mais alors pour des trucs comme par exemple la L-citrulline, qui est un truc qui fait augmenter le pump, qui augmente la production endogène d'oxyde nitrique, là pour le coup, j'ai quantifié ça d'ailleurs la semaine dernière pour mes étudiants, ça sert à rien parce qu'en fait, typiquement 10 grammes de L-citrulline, ça crée une production endogène de 15 mg d'oxyde nitrique, alors que 30 minutes de zone 2, au premier seuil, ça produit 200 mg d'oxyde nitrique. Donc c'est-à-dire 13 fois plus, quoi. Ok. Si tu Donc, respires par le nez dans ta zone 2, tu t'exploses les compteurs, quoi. ouais. Donc ça dépend des produits, je pense. Et donc les compléments sur le sommeil, excuse-moi, on t'a coupé. Tu parles aussi de l'ashwagandha, il me semble. Ça peut être Ouais, intéressant ou c'est surcoté? non, ça peut être intéressant. Ça aussi, ça a un effet, ça coupe l'activité des neurones excitateurs. Donc c'est pas mal aussi. Alors après, le problème, c'est les effets et la puissance des effets. C'est quand même à chaque fois relativement modéré. Ce qui reste le plus efficace quand même de loin en termes d'effets, c'est la mélatonine, typiquement. Le problème, c'est que si vous en prenez tout le temps de manière chronique, la mélatonine, vous allez avoir de moins en moins de récepteurs à la mélatonine. Et donc ça peut être chiant parce qu'après, du coup, ça vous crée entre guillemets une addiction. Parce que quand vous arrêtez de prendre la mélatonine, eh ben, du coup, vous avez beaucoup plus de mal à vous endormir. Et on voit cet effet à partir de 300 à 500 mg. Or, les gummies de mélatonine, en général, c'est minimum 1 gramme. Donc bon. Moi, ce que je fais à titre personnel, c'est que les jours où je prends du café, ça m'arrive une fois par semaine en général parce que j'aime bien me prendre du café les jours où je fais un entraînement de force difficile. Puis voilà, c'est plus pour mon plaisir. Et bah, du coup, le soir, je prends 1 gramme de mélatonine. Voilà, c'est le seul jour dans la semaine où je fais ça. Mais pour équilibrer. Ok. Ouais, c'est pas mal. Mais Et après, tu parlais aussi du magnésium. Je vais pas le prononcer parce que je pense que je le prononcerai mal. Le L-thréonate, il me semble que c'était le seul qui pouvait être intéressant pour le sommeil ou enfin, le plus alors, intéressant du moins. oui, parce qu'en fait, il traverse la barrière hémato-encéphalée. C'est le seul qui fait ça. Et donc, du coup, ben, pareil, il va contribuer à la production de GABA. Ok. Qui Mais va pareil, c'est calmer. modéré. Par contre, pour avoir essayé ça avec un pote, nutritionniste, on a essayé de prendre L-théanine, ashwagandha, magnésium L-thréonate et taurine. On a tout fait. Ils ont pas dormi de la nuit. Ah si, là, pour le coup, on a vraiment super bien dormi et on a fait des rêves de fou. Ah ouais? C'était incroyable, ouais. Est-ce qu'aussi là, plus tu rêves, plus c'est signe que tu dors bien ou pas spécialement? Alors, pas forcément, parce que si, par exemple, vous avez peut-être déjà remarqué ça, mais si vous vous couchez très tard et que vous vous réveillez du coup très tard, vous faites une grasse mat, mais que vous avez tendance à vous réveiller à 6h ou 7h du matin, puis ensuite vous vous rendormez, vous avez l'impression d'avoir fait plein de rêves. Mmh. C'est parce que, pour des raisons que je ne saurais pas expliquer, ouais, je saurais plus expliquer ça, il y a une espèce de décalage dans le train du sommeil et le retard de sommeil paradoxal du début de la nuit, en fait, cherche à être rattrapé par le cerveau et donc du coup, il a tendance à vous faire plus rêver en fin de nuit, donc en début de matinée. Donc du coup, c'est pas forcément corrélé. Si vous avez une nuit normale, c'est-à-dire qu'en gros, vous vous couchez à l'heure auquel vous vous couchez d'habitude et que vous vous réveillez à l'heure à laquelle vous vous réveillez d'habitude et que vous rêvez beaucoup, C'est bon signe. c'est plutôt bon signe en général parce que ça veut dire que votre cerveau est en train de délier des parties dédiées aux émotions à d'autres parties dédiées à l'information. Et ça, ça fait partie de la résolution des traumas d'un point de vue neuro. Donc c'est bien. Et pour tes athlètes, tu disais que tu les évaluais sur le sommeil. Tu parlais Mm. de routine d'éveil et de sommeil. Comment tu évalues? Comment ça se passe? Alors, il y a des questionnaires pour ça qui existent, qui sont standardisés. Donc j'emploie ça. Et après, sinon aussi, j'essaye déjà simplement de savoir comment le matin ce qu'ils font, à quelle heure ils se réveillent, s'ils ont un sentiment de bien dormir aussi, de manière très simple, s'ils boivent du café, ce qu'ils mangent le soir, à quelle heure ils mangent, à quelle heure ils font leur dernier entraînement. Parce que par exemple, un athlète en rugby, t'as plein d'entraînements à la con, parfois qui se terminent à 22h. C'est pas bon ça, parce que du coup, ça veut dire qu'il va pas se coucher avant 1h du matin, ou qu'il va mal dormir pendant le début de sa nuit, donc il y a des trucs comme ça à gérer. Et est-ce qu'il y a des différents, enfin, en fonction des gens, je suppose on a différents morphotypes.
Est-ce que toi, Chronotype. tu vois une règle sur l'entraînement, sur l'alimentation? Qu'est-ce que tu vois? Par rapport au sommeil? Ouais. Ah ouais, on a 22 gènes qui régulent le chronotype des individus, qui régulent en fait l'heure à laquelle on se couche et l'heure à laquelle on se lève. Il y a des gens qui sont des couches tard, d'autres qui sont des couches tôt. Et si on est en dehors de nos clous, si on n'est pas synchrone avec ces gènes, ça a tendance à être mauvais pour notre santé. Donc l'expression qui dit que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, bah non, ça dépend surtout de notre génétique. Certains. Ouais, c'est ça. Mais alors du coup, ce que j'observe moi, c'est que par rapport aux athlètes que j'ai, c'est que euh, leur première problématique surtout, c'est les entraînements le soir et comment gérer ça. C'est surtout ça le problème. Donc plutôt faire un gros repas avant l'entraînement finalement, ou faire un très gros repas le midi pour avoir moins de calories à absorber le soir, et finir avec un peu de glucides, parce que oui, un truc important par rapport au cortisol. Qu'est-ce qui fait baisser le cortisol? Les deux premiers trucs qui font baisser le cortisol, c'est le sommeil et c'est les glucides. Le problème, c'est que si vous avez le cortisol qui est haut, vous pouvez pas dormir pour faire baisser votre cortisol, parce que c'est lui qui vous empêche de dormir. C'est con. Donc, une solution, c'est d'avoir un apport en glucides relativement rapide, facilement digeste, enfin assez digeste, le soir pour faire baisser votre cortisol. Et le troisième truc, donc les deux premiers de très loin, c'est sommeil et glucides. Il y a un troisième élément qui est assez puissant pour faire baisser le cortisol. Enfin, il y en a plusieurs, mais un troisième, c'est la complémentation. Et dans la complémentation, vous avez deux qui sont assez puissants pour ça. Vous avez la créatine et la L-théanine. La L-théanine fait décroître le cortisol de manière assez significative en quelques heures. Donc ça peut être puissant, ça. On peut pré-shot un pic de cortisol trop élevé, par exemple, prendre la L-théanine à 6 heures du soir, pour être certain que le cortisol soit à son plus bas à minuit. Et pour le repas aussi du soir, tu parlais de source de tryptophane, qui est un précurseur de la mélatonine. Ouais, alors après, de manière générale, avoir un apport intéressant le soir à base de glucides complexes et des protéines et des fibres, donc un repas assez, Comme somme d'hab, toute, quoi. classique, voilà, ça permet littéralement d'avoir tous les apports nécessaires pour favoriser l'endormissement et derrière la restauration pendant la nuit. Pierrot, t'avais Ouais, dans ta pyramide des priorités, pour avoir le meilleur sommeil possible, qu'est-ce que tu mettrais en priorité? S'il y avait 5 clés à respecter qui te semblent essentielles à cocher. Tu peux Alors, en mettre clé 6, hein. numéro 1, ouais, clé numéro 1, se débarrasser dans son cercle social des cons. Contre-pied. Non, Ah, mais tu m'as pris à contre-pied là. Tacle. vraiment, l'anxiété, c'est un vrai problème. Donc, du coup, il faut absolument gérer ça. Il faut absolument être capable d'avoir un mode de vie agréable, parce que c'est un vrai vecteur de sommeil de qualité. Ensuite, manger correctement le soir suffisamment de glucides complexes et de protéines. Alors bien sûr, ça veut pas dire qu'il faut se bouffer une plâtrée, aller dans l'excès, c'est juste manger dans ses besoins. Mais surtout, typiquement, manger une salade le soir, c'est typiquement ce qu'il faut pas faire. Il vaut mieux manger un peu moins le midi, parce qu'on est en déficit calorique, et manger plus le soir. Typiquement. Ça, Donc, on entend un peu tout, tu vois ce que je veux dire ou pas? ouais. On entend des gens qui disent, OK, mettez-vous une grosse plâtrée, dans le sommeil, vous allez vous régénérer, et d'autres, au contraire, ils disent, bah, faites comme nos grands-parents, ils mangeaient une soupe le soir, c'était intuitif, enfin, tu vois. Manger comme un pauvre le soir. Et Ouais, il y mais a la team glucides le soir, il y a la team manger léger le soir, vous dormirez mieux. Non, mais Euh, c'est vraiment une question où j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de sons de cloche, quoi. ouais, mais après, il y a le truc, c'est que les gens qui comprennent la physiologie derrière la biologie du sommeil, il n'y en a pas beaucoup. La question du cortisol, c'est quelque chose qui est crucial. Et en général, quand vous expliquez aux gens qui sont fans d'un apport pauvre en nutriments le soir, et que vous leur expliquez la problématique du cortisol, ils sont là. Ah bah zut alors. J'aime bien cette petite voix un Le... peu comme ça, là. Ok. ouais, clairement, Comment tu mets d'accord le gars qui mange pas le soir? Qu'est-ce que tu lui dis? ben, alors déjà, la question c'est est-ce qu'il a faim le soir? Ça peut être un problème, ça. S'il a pas faim du tout, ça veut dire que soit il y a un aspect physiopathologique, soit il a déjà dépassé ses besoins sur la journée, donc peut-être qu'il faut qu'il répartisse un peu mieux ses apports alimentaires sur la journée. Mais
on sait que les apports, notamment en zinc et magnésium, dans les 6 heures avant l'endormissement, contribuent typiquement dans la nuit à augmenter la production de testostérone. Et la testo, que ce soit pour les filles ou les garçons, ça a des effets très utiles le matin d'un point de vue endocrinien pour réguler tout le système et être en bonne santé. Donc il faut du zinc et du magnésium. Le zinc et le magnésium, c'est facile, on en trouve dans les légumineuses, dans les céréales complètes, par exemple. Le zinc, on en trouve dans la viande ou dans les protéines en général. Les acides aminés, c'est très important le soir si vous avez eu de la casse musculaire et qu'il faut réparer. C'est un peu moins important si vous avez fait juste de la zone 2 dans la journée. Donc il faut moduler. Encore une fois, là, c'est plus une approche nutritionnelle et donc il faut mieux se rapprocher, si on ne sait pas quoi faire, d'un nutritionniste. Mais si vous êtes anxieux, que vous avez le cortisol au plafond pour X ou Y raison, et il y a beaucoup de gens qui sont anxieux de par la nature de leur travail, eh bien, il faut faire baisser ce cortisol. Et la seule solution qui existe, si vous ne pouvez pas dormir, c'est les glucides. Et en premier, les glucides. C'est-à-dire que si vous prenez de la créatine, de l'althéanine, mais que vous ne prenez pas de glucides, vous aurez très peu d'effets. C'est du 1 pour 10 à peu près. C'est-à-dire que c'est des bons adjuvants, créatine et L-théanine, à hauteur de 10%. Mais 90% du boulot, c'est les glucides complexes. Donc, à partir de là, ça devient un non-sujet, ça devient un non-débat. Il y a des gens qui expliquent que manger des glucides le soir, ça fait grossir. Ils n'ont rien compris à la physiologie. Je ne sais pas quoi te dire de plus. Pierre, tu avais une question ou non? Je t'ai vu avancer, excuse-moi. Non, sur la pyramide, ça a l'air assez clair. Il faut du coup jouer sur le tryptophane, il faut jouer sur non, l'adénosine, pardon, Ouais. adénosine, et il faut jouer sur le cortisol et sur la mélatonine. Et les différents axes, c'est les expositions lumineuses et exposition au stimulus, qui soit le plus faible possible, moins intellectuel possible et le moins lumineux possible. Ça, c'est pour la mélatonine. Pour l'adénosine, c'est la caféine. Je suppose que c'est un des plus gros. Ouais, ça aide pas l'adénosine, ouais. La caféine, ouais, effectivement. Oui. Il y a un dernier point dont je n'ai pas discuté, c'est la routine du sommeil, qui est un truc super important qu'on a tendance à oublier, mais avoir une routine de sommeil, c'est-à-dire faire toujours la même chose le soir entre 20 et 30 minutes avant d'aller au lit, ça donne un espèce de confort émotionnel et cognitif au petit vélo qui se trouve entre nos deux oreilles, qui lui permet ensuite d'aller s'endormir tranquillement et sereinement. C'est toujours les mêmes choses dans le lit. Ouais, exactement. Donc du coup, dans le lit, en dehors du lit, avant d'aller au lit, c'est plutôt ça. Donc du coup, en fait, ça vient du fait probablement que nos ancêtres, ils avaient toujours le même quotidien, au jour le jour, donc du coup, avoir toujours la même routine, c'est très utile. En fait, on est des créatures de routine, malheureusement, donc avoir une activité qui change tous les jours, tout le temps, le soir, ça peut être un peu négatif pour le cerveau. C'est aussi pour ça que quand on crée une mauvaise routine, c'est très difficile d'en sortir d'un point de vue cognitif pour le sommeil. Et je t'ai entendu parler aussi de la température corporelle qui chute pendant le sommeil, qui peut être impactée par la température ambiante de la pièce, mais aussi par le timing de la prise alimentaire le soir. Oui, alors ça, c'est pour ça qu'en général, on considère qu'il faut essayer de manger au plus tard 3 heures avant d'aller au lit, idéalement. Et après, bon, la température, c'est vrai que c'est important, parce qu'en gros, la température idéale d'endormissement du corps humain, c'est 18 degrés. Cependant, on arrive quand même relativement bien à dormir l'été, même si on dort un peu moins bien. Ce que ça montre, c'est qu'en gros, le corps est quand même capable de s'adapter si c'est progressif. Mais si vous dormez tout le temps dans une pièce à 24 degrés, il est possible que vous empêchiez votre corps de se restaurer. Donc, c'est bien d'avoir une température qui est un peu plus fraîche pour s'endormir. Et il y a un point important aussi par rapport au sommeil paradoxal et profond, qui est en lien avec l'activité, qui est une des choses dont je voulais parler précédemment. Comment dirais-je, une inflammation modérée du système immunitaire augmente l'activité du sommeil profond, donc augmente la quantité de N3. Une inflammation immunitaire moyenne, ça augmente à la fois N3, le sommeil profond, et le sommeil paradoxal. Et une inflammation aiguë, pour le coup, fait tout baisser. Et ça, c'est crucial à comprendre parce que ça explique pourquoi l'activité physique est si bénéfique pour la santé, parce qu'en fait, à cause du stress léger induit en termes d'inflammatoire, ça augmente la qualité du sommeil. Vous voyez? Bien sûr. Et il me semblait aussi que dans un autre podcast, tu avais parlé pour les gens qui ont
des maladies un petit peu, chroniques et que ça pouvait être intéressant justement de faire de la zone 2 pour baisser l'inflammation. Est-ce que Ouais. je me trompe ou, et Non, tout à fait. c'est le même mécanisme ou il y a encore un mécanisme différent? Je crois que tu parlais de la Alors, maladie de Crohn, il me semble. oui, Donc c'est la deuxième partie dont je voulais parler, c'est la problématique de la gestion du système sympathique et parasympathique, et comment gérer ça pour optimiser le sommeil et en même temps les adaptations physiologiques. Ça, c'est un truc dont je vais parler dans mon bouquin aussi. Mais en gros, si vous êtes très anxieux, que vous avez le cortisol au plafond, c'est une très mauvaise idée de faire de la VO2 max. Parce que la VO2 max active énormément le système orthosympathique, et donc du coup, ça suractive votre système immunitaire dans le sens de l'inflammation. Il n'a pas besoin de ça. Donc, quand vous êtes anxieux, que vous avez le cortisol au plafond, faire de la zone 2 permet d'activer assez profondément pendant plusieurs heures le système parasympathique, qui lui est résolutif de l'inflammation et favorise l'endormissement. Par contre, si vous êtes apathique, que vous passez votre vie à mettre des encens aux fleurs de bac et que en gros vous faites de la méditation et que vous êtes mou comme une nouille trempée dans du lait, et que vous êtes incapable de vous exciter, alors peut-être que pour vous faire de la zone 2 n'est pas idéal pour l'équilibre entre le sympathique et le parasympathique, il vaut mieux faire de la haute intensité. En fait, ni l'excès vers l'orthosympathique, ni l'excès vers le parasympathique n'est une bonne chose, il faut un équilibre entre les deux, il faut de la plasticité. Du coup, en fonction de si vous vous sentez apathique ou à l'inverse stressé, ça peut être utile en fait d'employer les entraînements comme un modulateur de votre système neuro, OK. pour à la fois orienter votre système immunitaire et aussi favoriser l'endormissement. Et d'ailleurs, tu as mis des routines en place, il me semble, au niveau, respiratoire avant tes entraînements notamment. Est-ce que c'est, aussi un aspect qui peut être intéressant pour les auditeurs, pour, peut-être s'endormir aussi plus facilement? Ou toi c'est quoi ta vision un peu du travail respiratoire? Que ce soit sur de la performance, sur de l'endormissement ou même la gestion du stress ou les 3? Ouais. Alors en ce moment, je fais plus de travail respiratoire Ah avant ça les y est? entraînements parce que je fais plus de compétition, mais par contre, je le fais en fait le soir parce que ça m'aide à mieux dormir. OK. J'ai remarqué ça, donc du coup, ça fait partie de ma routine du sommeil maintenant. J'y passe 2-3 minutes à faire la respiration profonde, et ça me fait du bien. Mais le travail respiratoire, c'est très intéressant pour, comment dirais-je, en fait, un des facteurs limitants dans la captation de l'oxygène, c'est le volume pulmonaire. Et pour la compétition, si vous employez 85% de votre volume pulmonaire, bah du coup c'est bête parce qu'il y a 15% sur lequel vous vous asseyez. Et donc si vous voyez et là pareil, c'est la seule façon de le tester, la seule façon de le savoir, pardon, c'est de faire un test respiratoire. Mais si avec un test respiratoire vous vous rendez compte que il vous manque du volume pulmonaire par la respiration, ça je reviens d'ailleurs au travail qui a été fait avec Sean par rapport à son programme sur ce sujet-là, et bah du coup ça vaut le coup de faire ça parce que c'est littéralement un gain énorme tant sur la performance pure que aussi sur les facultés de récupération. OK. C'était parfait. Merci beaucoup pour cette, précision. Peut-être juste finir, vite fait par l'alimentation si ça vous va, mais de façon très brève, parce que je pense qu'on va pas faire un podcast de 3 heures, même si on s'y rapproche petit à petit, désolé. Est-ce que qu'est-ce que tu nous on en a parlé quand même un petit peu en première partie avec, l'entraînement. On n'a pas trop parlé des oméga 3. C'est vrai que tu mets un petit peu en haut apparemment de ce que j'ai compris, que ce soit pour le Ouais. rôle un peu anti-inflammatoire. Tu parles même d'une étude, où je crois ils prennent 1000 fois la dose et qu'apparemment il y a pas trop de problèmes, donc il y aurait pas de problème à une surconsommation d'oméga 3. Tu pourrais nous parler un petit peu des 3 ou 4 piliers de l'alimentation? Je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais je pense que c'est pas mal. Ouais, alors Après, il fait à chaque fois une digression, alors du coup, on va Ouais. peut-être faire 4 heures, quoi. le sur l'alimentation, c'est compliqué de parler de ça de manière générale. Concernant les oméga 3, en fait, comme ça aide à la résolution de l'inflammation, et c'est pas anti-inflammatoire, ça Pardon. aide à la résolution. Non, mais t'inquiète, en fait, Oui, c'est parce que je sais que tu pas souvent, ça, je sais. Ça, c'est important à comprendre, ouais. ouais, sur YouTube, on entend souvent certaines personnes qui parlent d'alimentation anti-inflammatoire. C'est malvenu, même s'ils ont une bonne intention derrière, en fait, il y a une alimentation qui aide à la résolution de l'inflammation, une alimentation qui aide à lancer l'inflammation. Et les deux ont leur rôle. Quand vous vous blessez, quand vous êtes exposé à un pathogène, on va prendre une blessure par exemple, vous avez une phase aiguë de l'inflammation, c'est-à-dire que l'inflammation a besoin de détecter, pardon, le système immunitaire a besoin de détecter la zone et ensuite de lancer l'inflammation, ça dure 4 à 5 jours.
dans cette phase-là, c'est bien de manger des glucides et de manger des oméga-6 et en gros du gras saturé. Mais bon, c'est une période qui est courte. Et ensuite, la phase de réparation qui peut durer des semaines. Là, pour le coup, la résolution de l'inflammation est importante et c'est là que les oméga-3 entrent en jeu. Et la plupart des gens manquent d'oméga-3. Et c'est triste parce qu'en France, à l'heure actuelle, le dernier rapport sur le sujet date des années 90 ou 2000, début des années 2000. Il n'y a pas de rapport actuel qui détermine la conso réelle des Français en oméga-3 et je pense qu'elle est vraiment catastrophique, malheureusement. Parce que la nourriture le mode de consommation alimentaire des Français a considérablement évolué et s'est dégradé en 20 ans. De l'élevage. Bref, ouais. Du coup, pour en venir à l'alimentation générale, alors, je vais plutôt faire pas vraiment une digression, mais une définition par la négative. Parce que, ne faites pas du véganisme, ne faites pas du carnivore, ne faites pas du cétogène. Et si le jeûne intermittent vous convient, ok, mais ne faites pas du jeûne long. Voilà. Donc, je pose ces bases-là. Maintenant, je vais expliquer pourquoi de manière un peu simplifiée à chaque fois dans chaque cas. Les véganes, ils se retrouvent en carence d'acides aminés et de vitamine B12. Alors vous allez me dire, c'est pas grave, ils se complémentent. Oui, mais un manque d'acides aminés fait que du coup, le taux de filtration glomérulaire des reins est inhibé. Et du coup, vos reins se mettent à dysfonctionner. En fait, c'est paradoxal parce que les véganes disent que typiquement la viande est mauvaise pour les reins. C'est l'inverse. C'est le manque de protéines qui est pas bonne pour les reins. Et c'est quelque chose qui a été observé de manière assez cocasse dans les études parce qu'au début, ils cherchaient à comprendre, avoir des groupes très carnivores versus groupe contrôle versus groupe qui mange très peu de protéines. Ils pensaient observer une dégradation des reins chez les gens qui mangeaient trop de protéines à hauteur de 3 grammes par kilo de poids de corps. Et en fait, ils se sont rendus compte que c'était eux qui avaient la meilleure santé des reins, la meilleure santé rénale. Par contre, ceux qui étaient véganes, ils avaient une destruction de leur fonction rénale. Donc le véganisme, ne serait-ce que par rapport aux reins, c'est vraiment pas bien du tout. Et les reins, on n'en a que 2. Vous me direz, on n'a qu'un seul cerveau. Mais comment dire, avec le foie, c'est des organes extrêmement importants pour la détoxification du corps, donc il faut absolument éviter ça. Pourquoi est-ce que le régime carnivore ne marche pas? Le régime carnivore ne marche pas parce que vous n'avez pas de fibres. Si vous n'avez pas de fibres, vous ne nourrissez pas votre microbiote, et si vous ne nourrissez pas votre microbiote, il meurt. Il est remplacé par une flore de putréfaction essentiellement. Cette flore intestinale de putréfaction ne produit pas des éléments comme l'acétate ou le butyrate, ce qu'on appelle des postbiotiques, qui sont essentiels ensuite à la résolution de l'inflammation. Autrement dit, le régime carnivore, même si avoir plein d'acides aminés c'est bien, a tendance à accentuer l'inflammation chronique dans le système, sans parler de la graisse en excès. Juste pour rester sur les fibres, excuse-moi, tu conseilles Mm. quoi en termes de fibres? Plutôt, je crois, vers un 40 grammes, mais ça représente quoi exactement? Enfin, comment savoir ce que c'est? Alors oui, c'est 25-30 grammes les apports recommandés en général. Mhm. Vous pouvez manger plus si vous les tolérez. Et alors ça, après, il faut regarder, vous regardez sur Google par exemple, quantité de fibres dans une carotte, Ok. je crois que c'est 5 ou 6 grammes. Euh, c'est bien d'avoir des apports assez équilibrés entre chaque repas, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir par exemple 10 grammes le matin, pardon, 5, mettons 5 grammes le matin, 10 et 15 10. grammes le midi, ou ouais, un truc comme ça. C'est mieux que d'avoir directement 30 grammes Et en un seul. et plutôt Voilà. cuit, plutôt cru, ou les deux? C'est quoi ton, peu importe. C'est la tolérance alimentaire. Encore une fois, ça va dépendre de vos attributs spécifiques et c'est quelque chose qui pour le coup est fin à déterminer, qui est pas forcément facile. Et si vous avez des troubles digestifs et que vous comprenez pas d'où ça vient, c'est pas simplement en regardant un podcast ou des vidéos YouTube que ça va se résoudre. Il faut absolument voir un professionnel de santé par rapport à ça. C'est vraiment fin. C'est pour ça que les gens font des études longues sur le sujet. Ok. Et Désolé, je t'avais enfin, coupé. Non, t'inquiète. Et enfin, du coup, le régime cétogène, pourquoi c'est pas bien? Alors, euh, en théorie, le régime cétogène est très bien parce que vous consommez très peu de fructose et a priori, si vous consommez très peu de fructose et de glucides, du coup, vous avez très peu de fructose de manière endogène qui est dans vos cellules, donc du coup très peu d'acide urique et donc ça minimise les risques de maladies neurodégénératives. Sauf que le problème, c'est qu'il faut bien des calories, donc du coup, le manque de glucides est compensé par plus de gras. Ça fait des années qu'on ne sait pas si un régime cétogène pour des gens qui sont en excellente santé et athlétiques va accentuer par exemple
les risques de plaques d'athérome quand ils seront vieux. Et c'est rigolo parce que là, on fait le podcast donc fin avril. Mi-avril, il y a un article enfin qui est sorti après une étude qui a duré 1 an sur des gens qui suivaient un régime cétogène. Alors, en termes de surface de plaques dans le corps, les plaques d'athérome, pour une personne normale, ça augmente de 3 cm² par an. 3 cm3 pardon, en volume. Les personnes qui sont diabétiques, ça augmente de 30-35 cm3 par an. D'accord? Donc c'est 10 fois pire. Une année pour un diabétique, c'est 10 années pour un sédentaire normal, en termes d'évolution de plaques d'athérome. Et ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que pour les personnes qui étaient sous régime cétogène, donc qui du coup ont une tendance à produire naturellement d'ailleurs plus de LDLC, de transporteurs du cholestérol, on arrivait à 18 cm3 de progression de plaques par an. Donc c'est moins que les diabétiques, mais c'est 6 fois plus que les personnes normales. Donc la conclusion, qui est quand même assez fort à mes yeux, c'est que non, le régime cétogène n'est pas bon pour la santé sur le très long terme. Sans parler du fait, et là j'en reviens à ce que je disais au début du podcast, que le régime cétogène a tendance à orienter votre métabolisme exclusivement vers la bêta-oxydation, ce qui fait que du coup, votre plasticité métabolique, elle en prend un coup. Et ça, c'est un problème aussi. Mais il me Voilà. semble que sur le cholestérol, tu parlais que ça venait pas forcément trop de l'alimentation, mais plus du mode de vie de la personne, non? Ouais, en fait, le cholestérol en soi n'est pas le problème. Le problème, ce sont les fissures dans les vaisseaux. Mais le truc, c'est que même si on a un mode de vie parfait, on a quand même des micro-fissures qui se forment. Et plus tu as de cholestérol, plus tu as un risque quand même que le cholestérol rentre dans les fissures. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Il y a 2 niveaux. Imagine une autoroute avec des véhicules dessus. Et on va dire qu'il y a des risques d'accident parce que de temps en temps, tu as des trous des culs de poule. Ok? Mettons que tu sois un athlète parfait. Tu as un cul de poule tous les 100 km. Bon, du coup, tu as très peu d'accidents avec un flux de voitures normal. Si t'es très sédentaire, que tu fumes, que tu fais n'importe quoi, tu as des culs de poule tous les 100 mètres, et donc tu as des accidents partout. Les gens qui sont sous régime cétogène, c'est différent. Mettons qu'ils soient des athlètes parfaits, ils ont très peu de culs de poule, sauf que c'est les bouchons sur l'autoroute. Ils ont énormément de véhicules, donc du coup, en fait, ça fait réaugmenter statistiquement la proportion d'accidents à cause de ça. Tu vois Ok. l'idée? Ouais, bien sûr, je vois. Mais Là, du vas-y. coup, il y a un impact de la richesse en oméga 3 dans la nutrition pour la flexibilité et la fluidité membranaire des parois artérielles, non? Alors oui, mais par rapport au régime cétogène, même si tu as des apports très très importants en oméga 3, tu vas quand même augmenter tes transporteurs au final, à la fin des fins, et donc du coup ça revient au même problème. Par contre, concernant effectivement les oméga 3, plus tu as des apports importants et équilibrés, un rapport de 1 pour 1 entre oméga 3 et oméga 6, plus tu permets par exemple un transport passif de l'oxygène, de l'oxyde nitrique et du CO2 dans les cellules, et donc du coup tu as une meilleure oxygénation, et donc du coup un métabolisme qui fonctionne mieux. Pardon. Tu as un autre effet aussi des oméga 3 qui est d'activer de manière épigénétique la transcription d'un gène qui s'appelle CD59. Oui, c'est ça, ils ont tous des noms à la con. Oui, ça, c'est CD59. Qui en fait est une protéine très particulière qui empêche le système du complément, ça c'est l'immunité innée, de détruire nos propres cellules. Et donc ça évite d'avoir trop d'autodestruction, les oméga 3. C'est pour ça aussi que c'est très très important. Donc oui, c'est très très bien. Ça répond à ta question? C'est difficile de Ouais, trouver ouais. ces apports en oméga 3 dans l'alimentation sans se choper des toxines de partout. Au final, Comment on fait? est-ce que même les 2 boîtes par semaine, ça suffit? Excuse-moi Pierre, mais pour compléter, mais est-ce qu'au final, tout le monde conseille de manger 2 fois par semaine des petits poissons gras? Mais à t'entendre, même pour les sportifs, j'ai l'impression qu'il faudrait beaucoup plus, non? 1 pour 1, il Ouais, va falloir en envoyer plus, hein, la Moi, je viens de PAMS, me hein. doser là. Je suis 1 pour 3,5. Je suis à la rue Et complet. t'en consommes ou pas? Bah ouais, bien sûr. Combien de fois par semaine? Bah 2-3 fois. Ouais, j'ai l'impression que Voilà. c'est pas assez avec le Bah sport et ouais, tout. et en plus de ça, je me complémente, hein. En Tu te plus? gères en plus, hein. Je me gère. Donc peut-être que j'étais à 1 pour 20 il y a 1 an, j'en sais rien, mais je pars de loin peut-être. C'est ma mère, ça. Putain. Pourquoi ta mère, la C'est pauvre? l'hérédité, j'en sais rien. Difficile ouais, de faire un alors, résumé de tout ça. ouais,
C'est Les oméga compliqué. 3, le problème c'est que oui, les poissons ça contient des métaux lourds, des microplastiques, des saloperies, donc c'est compliqué. L'ANSES, les recommandations de l'ANSES pour des gens sédentaires, c'est 250 mg de PA et 250 mg de DHA. Parce que les oméga 3, vous avez 3 types d'oméga 3, ALA, EPA, DHA. Le problème, c'est que ALA, vous en trouvez énormément dans les plantes, dans les oléagineux, dans l'huile d'olive. Mais ça se convertit pas. Mais ça se convertit pas. C'est entre 0 et 9% le taux de conversion. Super. Ouais, ciao les vegans, désolé pour vous. Faut pas être dur, Pierrot. Il faut, Non. il Il faut y en le a, dire, il y en a faut le qui- dire. Oui, mais c'est vrai, il faut qu'ils se complémentent. Voilà. De toute façon, ils vont rien faire, ils vont pas nous taper avec des endives. Hein, ça... Donc, non, c'est méchant. T'exagères, là t'exagères. Oui. Ouais, mais c'était Non, mais bien quand même. Non, mais du coup, oui, donc ça c'est un vrai problème. Donc, du coup, les sources, c'est forcément animal. Et le problème, c'est que c'est pas ce que recommandent les instituts spécialisés en oméga 3 sur la santé. Les recommandations minimales, c'est plutôt 500 et 500. Ok. Et pour les sportifs, c'est entre le double et le quadruple. Donc, entre 1000 et 1000 et 2000 et 2000. Ça fait beaucoup, 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 beaucoup. Par exemple, si je prends 100 grammes de macro, c'est 1490, 1500, on va dire, milligrammes de DHA dans 100 grammes de macro. Donc il faudrait avoir, en gros, 100 grammes de macro tous les jours, Ok. Bon, si on aime le macro. Si vous aimez les œufs, le blanc par cœur. contre, Eh ouais, oui. les œufs bleu blanc cœur, c'est entre 70 et 90 mg de EPA et de DHA par œuf. Donc, Donc on s'en fait 3. 2, 3 par jour déjà, ça fait déjà un petit apport. Et à côté, vous pouvez vous complémenter avec des gélules. Moi, c'est ce que je fais. Donc du coup, Mais tu prends 3 œufs, plus les sardines, plus les compléments ou pas ou ah pas non, non. alors, je déteste les sardines. Ok. Non, le macro, j'en mange un peu de temps en temps. Mais non, je prends surtout. Alors, ça, c'est aussi une autre problématique. Alors, attendez, parce que Il se fait des... Oula. j'ai le cerveau qui Aïe. chauffe là. Il y a des... On est sur la fin, promis. D'ailleurs, on Ouais. mettra la C'est- on mettra... Je, on te je laisse pen- je réfléchir. pensais pouvoir m'éclipser pour les bosser, mais en fait là j'attends Oui. la finalité de Vincent. Je On sens qu'il va nous mettra sortir d'ailleurs- une une dinguerie. masterclass là. On mettra le lien, hein, je le dis, de ta formation aussi, Vincent, en bas dans la description Ouais. YouTube. Moi, je suis pas pressé. alors, Je donne Non, mon mais- contexte. pour rester synthétique, en fait, la question que vous devez vous poser, c'est que les oméga 3 servent à résoudre l'inflammation. Ok. Mais est-ce que vous voulez absolument avoir le maximum d'oméga 3 pour maximiser la résolution de l'inflammation, ou bien est-ce que vous voulez optimiser votre mode de vie pour éviter de faire exploser votre inflammation? Ce que ça veut dire, c'est que est-ce que vous avez besoin d'autant d'oméga 3 ou est-ce que vous pouvez pas simplement moduler votre activité pour éviter une inflammation? Est-ce que simplement en faisant plus de zone 2, en dormant mieux, vous n'allez pas simplement avoir une inflammation qui sera un peu moins haute et donc derrière vous aurez besoin de moins d'oméga 3 pour fonctionner correctement? Pour dire les choses de manière synthétique. Oui, parce que la modulation de l'inflammation, ce qu'il faut expliquer, c'est que le corps utilise dans les membranes différents lipides. Et si on a trop une proportion en oméga 6 plutôt qu'en oméga 3, bah, la modulation va se diriger vers l'inflammation plutôt que vers la résolution. Ouais, bah, il y a. Alors, le système immunitaire, c'est compliqué. Il y a ça, il y a le fait que si vous mangez particulièrement si vous mangez beaucoup de glucides, alors que vous n'avez pas fait vraiment de cardio dans la journée, vous allez lancer votre système d'inflammation, votre système inflammatoire, votre système immunitaire, dans une direction alors qu'il n'y a rien qui se passe. D'ailleurs, ça amène à un point important, c'est, j'aime bien cette expression, c'est de Sean d'ailleurs, il faut mériter ses glucides. Si vous avez passé votre journée à être sédentaire ou que même vous avez fait un entraînement de force, en réalité, manger beaucoup de glucides, c'est pas forcément une bonne idée. Il en faut, mais il faut éviter d'avoir un apport excessif en glucides surtout si vous voulez éviter de lancer l'inflammation. S'il n'y a pas de cardio. S'il n'y a pas de cardio, ouais. C'est pour ça que le cardio tous les jours, ça aide. Non, c'est juste pour savoir, est-ce que tu peux nous donner les 5 clés d'une alimentation anti-inflammatoire, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'il est lourd. Elle est bonne quand même, non? Mais il a rien écouté de ce que j'ai dit. Ah là là. Donc pour la résolution de l'inflammation, Ouais, qu'est-ce que Alors- tu conseilles? Quels sont tes axes pour une bonne alimentation, tu vois? ouais, bah,
pour la résolution de l'inflammation, c'est donc oméga 3 et aussi les fibres. Parce que manger des fibres permet de produire des postbiotiques via le microbiote qui sont pro-résolutifs de l'inflammation. C'est les deux piliers. Après, le problème, c'est qu'il faut avoir un microbiote en bonne santé. Et ça, pour le coup, ça peut être beaucoup plus problématique s'il est dégradé. Et donc là, c'est quelque chose qui va être potentiellement modulé avec un nutritionniste, mais peut-être que prendre des prébiotiques, des probiotiques, on parle plus des probiotiques, pardon, peut aider aussi. Et il y a toute une science sur le sujet qui est plus ou moins, disons, molle, parce qu'on ne sait pas trop encore exactement ce qui se passe. Il y a des connexions très profondes qui existent à l'heure actuelle, qui ne sont pas du tout encore complètement élucidées, par exemple, entre la modulation du microbiote, l'activité des entérocytes, l'envoi d'un signal neuro et endocrine par le nerf vague au cerveau, qui ensuite lui-même va réguler l'axe hypothalamo-surrénalien, qui va moduler l'activité du cortisol, qui va moduler l'activité du système immunitaire. Donc vous voyez, ça fait une chaîne littéralement des enfers. Sans parler du fait qu'aujourd'hui, on est en train de se rendre compte qu'il y a des champignons et des virus qui vivent, avec lesquels on vit en symbiose dans l'intestin, qui viennent eux-mêmes hacker des bactéries. Donc du coup, On n'y comprend rien. Ouais, sincèrement, on a trop de variables et on ne sait pas trop quoi faire à l'heure actuelle. C'est pour ça que ta zone de génie, tu la concentres sur les mitochondries, parce que finalement, les évidences de la science sont réelles, et le microbiote, c'est encore trop jeune comme science. Oui, c'est aussi par flemme, parce que objectivement, en fait, sur le microbiote, ce qu'on sait, c'est que si tu manges des fibres, déjà, il y a beaucoup de choses qui vont mieux dans ta vie. Et ça résout 90% du problème. Et maintenant, ensuite, les 10% restants sont d'une complexité affolante, sur lequel j'ai une compréhension de la chose à l'heure actuelle qui est pas suffisamment approfondie. Et dès que je rentre dedans, j'ai toujours l'impression, en lisant les recherches sur le sujet, que les chercheurs, ils sont là, oui, mais peut-être, etc. Comme tu dis, il n'y a pas d'évidence dure. Et la fermentation aussi, en ce moment, c'est beaucoup à la mode. Est-ce que la science va aussi dans ce sens-là ou c'est complètement erroné? Les bulles qui pétillent et tout, non? La fermentation. Alors, Ah, tu peux me sortir un papier là, je te vois, regarde sur l'ordinateur, je ouais, sens que. attends, que je regarde si j'ai un truc là-dessus. Qu'est-ce qui est intéressant? Oui, ouais. Alors, parce que la fermentation, c'est très marrant parce que, en fait, ça fait référence à un truc qui s'appelle la spermidine, qui est un produit fermenté. Et la spermidine, pardon, en théorie, permet d'augmenter la transcription des gènes ATG. Alors, les gènes ATG, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des trucs qui régulent la production des lysosomes. Les lysosomes, Qu'est-ce que c'est? c'est les éboueurs dans la cellule, c'est eux qui récupèrent les trucs dégradés, les protéines à la con, les radicaux libres, les virus parfois, les mitochondries quand elles sont dégradées, et qui C'est le ensuite recyclage. voilà, c'est vraiment le recyclage, et ensuite les détruire en éléments simples. Sauf que les lysosomes, ils fonctionnent grâce à la MPK, qui elle-même ensuite a tendance à promouvoir la biogénèse mitochondriale. Ok. Donc là, on se dit, ok, Ouais. donc ça veut dire que si je mange germé, je vais augmenter la production des lysosomes, donc du coup, derrière, je vais augmenter mon recyclage cellulaire, et derrière, en plus, peut-être augmenter le nombre de mes mitochondries. Vous Ça va pas avez s'arrêter certains... là. Non, si, ça suffit déjà. Et en C'est fait, bon? vous avez des nutritionnistes connus dans le monde francophone qui disent ça, justement. C'est pour ça que vous entendez parfois, oui, par votre alimentation, booster vos mitochondries. En fait, ça marche pas. Ces trucs qui ont été montrés clairement chez la souris, mais chez l'humain, on voit aucun effet. Mais là, tu parles pour le développement mitochondrial, tu parles pas pour la santé du microbiote. Non, mais pareil, pour le microbiote, en fait, ça n'a pas vraiment d'intérêt particulier. La seule chose qui aide le microbiote à l'heure actuelle, surtout, c'est les fibres. Mais le fait de manger germé, en fait, l'idée scientifique derrière, c'était ça, surtout. C'était d'augmenter l'autophagie cellulaire, on appelle ça comme ça, les capacités de recyclage, et également d'augmenter, du coup, derrière la biogénèse mitochondriale. Mais on sait que ça ne marche pas. En fait, la seule chose qui marche pour augmenter l'autophagie cellulaire et la biogénèse mitochondriale, c'est quelque chose qui est parfaitement documenté chez l'être humain, c'est de créer un gradient négatif
de nutriments dans la cellule de façon constante. Ça veut dire quoi, mon charabia? Ça veut dire simplement être en activité. Donc en gros, faire du sport, du cardio en particulier. C'est que ça qui provoque ça. Il n'y a que l'un qui provoque l'autre. Ouais, c'est. Ouais. Vas-y, Ok. vas-y. Et il y a pire que ça, c'est que, parce que bon, l'aspermidine, on en trouve naturellement dans les aliments et c'est bien pour la santé, mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui se complémentent là-dedans, à hauteur de 1 gramme par jour. Et ce qui a été observé aux États-Unis depuis 2-3 ans, c'est que en fait, ça a augmenté les risques d'accidents cardiaques, l'aspermidine à haut dosage. Donc je vous déconseille vivement de vous complémenter là-dedans. Ok, mais de mettre des aliments fermentés, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu mets dans ton quotidien ou pas du tout? J'adore Kimchi? non, les cornichons. Cornichons, c'est fermenté, voilà. Après, par l'alimentation, il n'y a aucun souci. C'est juste, il y a très peu de spermidine en réalité par l'alimentation. C'est juste la complémentation qui apporte des apports vraiment excessifs. Après, là, on parle du microbiote sur l'aspect un peu santé plus physique, mais aussi sur la santé mentale. Apparemment, il y a quand même pas mal d'effets aussi. Je t'ai écouté un petit peu. Il y a même, il semblerait qu'il y ait même des émotions qui soient liées au final au microbiote. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Tu as parlé d'études aussi avec des souris où on changeait le microbiote de la souris, des choses qui étaient quand même hallucinantes. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus, s'il te plaît, de ce rôle-là un peu émotionnel? Enfin, je sais pas si c'est le bon mot émotionnel déjà. Oui, alors, en fait, alors, dans l'un des premiers podcasts que j'ai fait, je crois que c'était avec Sean, j'avais été peut-être un peu trop péremptoire en disant que le microbiote modulait les émotions que l'on percevait au niveau cérébral. Alors, c'est vrai, mais le mécanisme est très complexe et on ne sait pas comment ça se passe exactement. Et ça passe justement par ce contrôle neuro-endocrinien entre le microbiote et le cerveau. Voilà. Et ça passe en partie par le système immunitaire. Donc, il va falloir que j'explique. Ouais, faut que j'explique ça. On a parlé du système immunitaire acquis tout à l'heure. Là, je vais parler du système immunitaire inné. Votre système immunitaire, inné, oui. Il se décompose en plusieurs éléments. Un des éléments, c'est le système du complément, qui sont des protéines produites essentiellement par le foie et par un peu les cellules de l'intestin. Et elles se baladent en permanence, et en fait, c'est un peu comme du pollen, et elles s'attachent naturellement, par exemple, aux bactéries dans le sang. Et du coup, c'est comme si vous aviez une abeille. Admettons que la bactérie, c'est l'abeille, et que le pollen, c'est les molécules du complément. Du coup, l'abeille, elle est vue par les macrophages, et les macrophages vont venir manger les abeilles exogènes. Mais en fait, ce qu'on sait, c'est que au niveau du cerveau, la concentration de molécules du complément qui est active, parce qu'il y en a qui est passive ou active, peu importe, mais disons, dans le cerveau, la proportion de molécules actives du système du complément va venir moduler d'un point de vue métabolique l'activité cérébrale dans certaines zones du cerveau, plutôt axée sur l'anxiété et le stress, notamment dans l'amygdale. Et du coup, ce que ça veut dire, c'est que, en fait, suivant ce qu'on mange, on va venir moduler, par exemple, notre niveau d'anxiété dans le cerveau. Mais à l'inverse, de manière consciente, si on fait la méthode Coué, c'est-à-dire qu'on se dit, OK, tout est positif aujourd'hui, même s'il m'arrive que des conneries, on peut forcer à envoyer un rétrocontrôle positif sur le système immunitaire. On sait aussi que ça a été quantifié, ça, par un très bel article qui a été écrit il y a 4 ans sur le sujet. Mais c'est léger, c'est-à-dire que c'est pas non plus incroyable. En fait, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que effectivement l'esprit a un pouvoir sur le corps, mais il faut aussi respecter les pouvoirs du corps sur l'esprit. Voilà. Et par rapport au microbiote, on voit cet effet, cet échange qui existe. On n'arrive pas trop à le quantifier à l'heure actuelle. Il y a plusieurs théories sur le cerveau pour expliquer comment fonctionne la perception des émotions et comment ça fonctionne, mais à la fin des fins, il y a vraiment quelque chose qui existe, et c'est peut-être au moins certains disent que c'est un tiers des émotions qui sont en fait induites par le système digestif, d'autres disent que c'est 85%. Voilà.
Vincent, je suis en train de lire Joe Dispenza. Je sais pas si tu vois qui c'est. C'est un Américain qui parle de méditation. Super Ouais. intéressant. Et en fait, c'est un neuroscientifique qui fait le lien entre la spiritualité de la méditation, mais aussi qu'est-ce que ça va produire dans ton corps, changement d'onde cérébrale, modification aussi Mm. d'expression génétique. Il parle d'études, toi. Est-ce que tu as vu des études où la méditation ou différentes formes spirituelles pourraient modifier l'expression génétique ou pas du tout? Alors, je touche pas du tout à ça pour l'instant parce que c'est un champ disciplinaire qui a commencé à devenir sérieux depuis à peu près 10 ans seulement. C'est assez récent au niveau scientifique. Et comme c'est un truc qui est... En fait, dès qu'on s'intéresse à un nouveau champ disciplinaire, il faut s'intéresser à toute une nouvelle panoplie d'outils, de vocabulaire, et ça demande un travail, ça met une charge mentale colossale. Et là, en ce moment, j'ai pas le temps pour ça. J'ai trop de trucs à faire sur la partie neuro-endocrinologique, qui est un bordel sans nom. Donc, et j'aimerais bien aussi travailler sur la partie microbiote. Donc, tant que j'ai pas complété ces parties-là, je vais pas m'intéresser à ça. Mais de ce que je sais et de ce qu'on m'a raconté des amis chercheurs sur le sujet, c'est que c'est des trucs qui sont solides et qui ont des effets réels. Donc, du coup, la méditation semblerait avoir des effets quand même assez puissants sur la santé et la perception du bonheur. Ok. Juste au niveau de l'alimentation, je me permets de rebondir et surtout sur la vitamine C. Il me semble que chez le sportif, tu disais qu'une carence en vitamine C, ça pouvait être limite allez, comparé à une personne qui fumait. Est-ce Ouais. que c'est enfin, c'est quand même fort? Du coup, qu'est-ce que tu recommandes en termes de vitamine C, en termes de j'imagine que c'est bien sûr en fonction de l'activité physique de la personne, mais une recommandation, par exemple, sur un sédentaire, une personne qui fait plutôt un sport d'endurance et c'est dur aussi à quantifier, non? Ouais. Alors, on va dire que si vous avez une alimentation correcte, hein, parce que ça dépend de ça aussi, le classique, c'est que vous pouvez Mmh. vous complémenter aux auteurs entre 200 et 500 mg par jour si vous entraînez entre 10 et 15 heures par semaine, pardon. Et si vous dépassez les 15 heures par semaine, vous pouvez monter aux alentours du gramme par jour. Voilà. OK. C'est ça les recommandations classiques pour des sportifs qui font beaucoup de cardio. Et pour avoir une idée à peu près, c'est combien en termes, je sais pas, comme apport, comment on pourrait avoir ça dans l'alimentation? Alors, C'est dur. non, mais un kiwi, par exemple, c'est 300 mg, si je me rappelle bien. Non, c'est 100 mg, pardon, de vitamine C, donc ça veut dire 10 kiwis, Mmh. par exemple, pour un gramme. C'est pour ça qu'à un moment donné, la complémentation devient nécessaire, quoi. OK. Pour la vitamine C, j'avais entendu dire qu'il y avait en fait une chaîne d'antioxydants, que le coenzyme Q10, le glutathion serait en début de chaîne et la vitamine E, la vitamine C plutôt en fin de chaîne et qui aurait plutôt un intérêt en fait à se complémenter sur le glutathion, le coenzyme Q10 plutôt que sur la fin de chaîne. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, j'ai pas d'avis là-dessus. En fait, ça, c'est des trucs qui sont assez théoriques sur le plan mécanistique, mais qui n'ont pas ensuite été vérifiés sur le plan clinique. Ok. Donc, parfois, les mécanisticiens, donc en gros les théoriciens du métabolisme, ont raison en avance, et parfois, ils n'ont pas vu un truc, donc il faut l'ignorer. Donc, là-dessus, j'ai pas d'avis. Hmm. Et Parce que ouais, c'est les désolé, hein. antioxydants, en fait, une fois qu'ils font leur taf Ouais. de, en gros, corriger les radicaux libres, ils deviennent oxydés et ils deviennent potentiellement dangereux, en fait, pour la Ouais, mais cellule. après, souvent, ce qui se passe, c'est que dans les voies métaboliques, tu as toujours des enzymes adjuvantes à la con, qu'on connaît pas, qui ont un rôle finalement tampon et qui finalement viennent changer à la fin la conclusion biochimique de l'histoire. Par exemple, ça je disais ça dans un article il y a pas longtemps, Alzheimer, il y a eu une étude génétique très très puissante qui a été faite pour déterminer quels étaient les métabolites qui avaient le plus de chances d'induire Alzheimer. Ils ont testé 376 métabolites dans le sang, ce qui est énorme. Et il y en a deux qui ont émergé de très loin devant tous les autres. L'acide urique, ce qui fait dire du coup que l'excès d'acide urique, c'est pas bon pour Alzheimer, et du coup, ça amène aussi le narratif scientifique sur le fructose et l'excès de fructose. Ok. Mais il y en a un autre au-dessus, qui s'appelle, il a un nom à la con, qui s'appelle X11444, et on va l'appeler Benny. Hein. Et Benny, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, c'est une molécule dont on ne connaît pas encore exactement la structure biochimique, mais dont on sait qu'elle est un produit dégradé du cortisol.
Donc, ça veut dire que le cortisol, finalement en excès, est peut-être encore plus puissant que l'acide urique dans la création derrière de la maladie de l'Alzheimer et de la démence. Hmm. Tu vois? Mais ce X11-444, ça fait partie de cette espèce de variété de molécules encore inconnues qui ont des effets assez complexes qu'on maîtrise pas vraiment au niveau biochimique dans les cellules et qui viennent en fait casser les bonbons aux biochimistes parce que ils viennent brouiller les pistes. Ouais, mais c'est comme ce système du complément. Moi, je t'avoue un truc, c'est que tu es la première personne qui me parle de ça. J'avais jamais entendu ça. Et j'ai eu du mal à comprendre exactement ce que c'était. J'ai l'impression que c'est un peu dis-moi si je me trompe, mais est-ce que ce serait pas le lien entre le système immunitaire inné et l'adaptatif? J'ai l'impression que ça fait partie de l'inné, mais c'est quand même déjà un peu adapté en fonction des bactéries qu'elle rencontre et tout, non? Non, pas vraiment. En fait, le système immunitaire, le système du complément, c'est peut-être la pierre angulaire du système immunitaire inné, parce qu'en fait, il déclenche un espèce de signal. Il aide à la fois à combattre les bactéries, les virus, les éléments pathogènes, et en même temps, il fait la signalisation pour activer le système immunitaire acquis. Ouais. Précisément, ce qui se passe, en fait, le système du complément, c'est 9 protéines différentes. Certaines de ces protéines, ce qu'elles font quand elles s'activent, elles entrent dans, par exemple, les macrophages qui sont dormants. Elles vont aller s'accrocher dans les mitochondries pour changer le métabolisme mitochondrial et qu'il passe de la bêta-oxydation à la glycolyse. Et ce faisant, comme le macrophage entre en glycolyse, alors il devient actif. Tu vois? C'est comme ça que ça se passe. Et parce qu'il en fait, il passe en glycolyse, du coup, il crée des espèces de poches d'oxygène et de radicaux libres qui ensuite vont être utilisés pour tuer dissoudre les bactéries qu'il va manger. T'as des trucs comme ça qui se passent. Donc, tu vois, c'est assez rigolo le processus, c'est que comme c'est des protéines, tu vois, c'est pas des bactéries, c'est pas des cellules en soi. C'est un peu, comment dirais-je, Des messagers, en fait, un peu. oui, mais j'essaie de trouver un espèce d'exemple. C'est comme si nous, tu vois, on était le système immunitaire, comment on dirait, acquis, d'accord? On est les lymphocytes B, T et compagnie, les macrophages. Et en fait, quand on sent la fumée, hop, ça nous active, on se dit, ok, il faut aller régler le problème. Et du coup, la fumée, c'est pas vraiment un individu, et ben c'est le système immunitaire inné, c'est le système Le du complément. Ouais, bon, on comprend rien, quoi. Non, Ah, c'est une belle après, image, mais c'est un vrai t'imagines, sujet, tout ça, c'est intelligent. Enfin, mais la science va jamais prouver quoi que ce soit sur comment ça se régule et tout. C'est trop dur. si t'as des trucs super intéressants. Mais après, si tu veux, je te passerai un bout de mon cours sur le sujet. Vas-y, ouais, Parce avec que plaisir, ouais. c'est un peu, là, comme ça, c'est très compliqué et je peux pas tout dérouler parce que Ouais. c'est le bordel, mais c'est vraiment bien régulé sur le plan biochimique et en fait, plus tu rentres dans ces trucs-là, plus tu deviens croyant presque parce que tu te dis, Et oui, attends, c'est sûr. ce degré de complexité, c'est hallucinant. Et pourtant, ça marche bien. c'est vrai que après tu arrives presque à des questions après philosophiques, j'imagine, quand tu arrives à des rapports comme ça sur la cellule. Par exemple, c'est quoi le rapport qu'il y aurait entre la taille de la cellule et nous versus la Terre et par exemple le reste de l'univers? Est-ce que c'est des choses qui sont sur le même rapport ou est-ce que nous, le rapport est encore plus important? Ou est-ce que c'est dur à quantifier aussi vu que l'univers, on ne sait pas vraiment sa taille? Ah si, on sait sa taille, mais Ouais. enfin, on Parce que sait des sa fois, j'ai taille. l'impression que même la Terre, ça serait presque une cellule, tu vois. Genre qu'à la limite, on serait une cellule et que dans un truc encore plus grand, et d'un amas de cellules, et qu'en fait, on serait le. Tu vois, c'est possible aussi, tu vois, on n'en sait rien, mais. Mais Ouais. ces mécanististes là, je sais pas Est-ce comment que nous, on n'est tu pas les des appelles là. mitochondries, tu vois? Est-ce qu'on Mais n'est pas non, tous mais des petites mitochondries qui créent des choses? On n'en sait rien, tu vois. C'est tu vois, possible. mais il faut que vous lisiez Joe Dispenza qui du coup parle de méditation, mais il fait aussi le lien avec cette physique quantique, tu vois, qui serait finalement une autre interprétation de notre réalité et ouais, en vrai, c'est intéressant, hein. C'est vraiment Alors, intéressant d'essayer de voir qu'il y a un autre point de vue. On s'est construit avec une physique newtonienne qui, voilà, explique l'espace-temps, mais Attends, parce que là pour le coup, parce que moi je suis physicien théoricien de formation, ouais.
Et du coup, là, j'ai mes alarmes Ça de y est, physicien il théoricien s'allume. qui s'allument. Ah putain, je vais prendre un tacle. Non, non, Me non, en mets fait, pas un commentaire. Non. non, alors ça, en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas étudié la mécanique quantique, qui fantasment un peu là-dessus, Ok, ouais. parce que c'est vrai que la perception de la réalité est très très différente, et ça pose des questions qui sont étranges sur le monde, Hmm. mais Tu vois, il prend et l'exemple par exemple de l'électron qui est symbolisé dans une physique newtonienne comme une petite particule ou quelque chose comme ça. Et ouais, finalement, c'est comme une énergie qui est dans un champ. Il y a plutôt une probabilité que. Enfin, oui, tu vois ce que je veux dire ou pas? ouais, mais ça, c'est loi de la mécanique quantique qui veut ça. En fait, ce qui se passe à l'échelle de l'infiniment petit fait que du coup, c'est pas du tout ce qui se passe à l'échelle de à notre échelle à nous. Par exemple, si toi, t'étais un électron et qu'on vivait à l'échelle quantique, tu te serais pas spécifiquement localisé assis sur ta chaise, tu serais partout dans la pièce en même temps, Hmm. tu vois, avec des probabilités plus ou moins importantes de trouver un endroit ou un autre. La localité à l'échelle quantique n'existe pas vraiment. Le problème, c'est que il y a plein de choses qui vont avec, c'est-à-dire que tu vas petit dans des petites échelles, moins en fait la notion d'espace et de temps existe vraiment. La matière aussi Et n'existe plus en fait. Ce serait plus de l'énergie, de l'échange d'énergie, de la ouais, communication, d'informations. mais encore une fois, il faut aussi comprendre la chose suivante, c'est que ce sont des projections théoriques. D'accord? Hmm. Ça n'est que des, ça ne Bon. ce ne sont que des projections théoriques de choses qu'on observe indirectement. Et là, à l'heure actuelle, la physique théorique est entre guillemets en crise. Parce que ça commence à faire maintenant 20 ans, 30 ans qu'on patine dans la semoule entre la théorie des cordes, la loop quantum gravity, et trucs comme ça. On n'arrive toujours pas à avoir des changements de paradigme profonds sur la nature de l'univers et de ses lois pour avancer. Et pour te dire, l'un des derniers prix Nobel, c'était en physique théorique, en physique, pardon, c'était pas un physicien, c'était un informaticien. Donc, et Bientôt, ça sera une intelligence artificielle, quoi. ouais, mais en fait, on patine beaucoup dans la semoule parce qu'il y a beaucoup de théoriciens qui inventent des théories qui sont pas démontrables expérimentalement, et ça fout le bordel. Enfin bref, je Hmm. vais pas trop rentrer dans ces détails-là On parce va que pas y aller. c'est pas très important. Mais pour en venir à tes problématiques d'échelle, une cellule, c'est de l'ordre du, ça dépend de quelle cellule, mais ça peut faire disons quelques micromètres. La Terre, enfin nous, on fait 1 mètre, donc ça fait du rapport de 1 pour 1 million. La Terre elle-même, elle fait 12 000 km. Par rapport à nous, on est encore sur 12 000 km, c'est 12 millions de mètres. On est encore sur un rapport de 1 pour 1 million. En fait, ce qu'on voit, c'est que les différences d'échelle dans notre univers sont absolument gigantesques. Et du coup, il y a aussi ça, il y a aussi les échelles de temps qui rendent les choses difficiles à percevoir. Par exemple, on parle de système immunitaire inné, système immunitaire acquis. Sur le plan évolutif, par exemple, aux origines, typiquement, la première chose qui était le système immunitaire, finalement, c'était l'autophagie cellulaire, c'est-à-dire le fait d'avoir des lysosomes qui captaient des éléments extérieurs pour les manger, comme pour des organismes monocellulaires. Après, des millions d'années qui se sont suivies, des millions d'années, c'est long, tu vois, c'est pas un cycle olympique, hein. Et ben, tu as eu le système immunitaire inné qui s'est mis en place, et ça s'est arrivé, je crois, au bout de 1 milliard d'années. Et ensuite, il y a seulement 300 ou 200 millions d'années, si je me rappelle bien, mais je me trompe peut-être, il y a eu le système immunitaire acquis, avec des lymphocytes, trucs comme ça, qui sont arrivés. Sauf qu'on est sur des échelles de temps qui sont gigantesques par rapport à notre propre vie. Donc du coup, on a du mal à concevoir tout ça. On a du mal à concevoir que la complexité absolument colossale des organismes, enfin des êtres vivants, finalement, est peut-être issue d'un processus assez normal, mais extrêmement long, qui a pris des milliards d'années à se créer. C'est très très compliqué pour le cerveau humain de concevoir ça. Moi-même, d'ailleurs, je le conçois pas vraiment, hein. Je vois les chiffres, tu vois, je ne fais que le constater, mais pour m'en imprégner et en être convaincu, c'est difficile. Ouais, c'est vrai que c'est autre chose. Bon, on va peut-être revenir un petit peu plus sur le sujet. Au niveau Oui, de pardon. l'alimentation, on a bien compris l'importance des fibres oméga 3. En termes Ouais. de complémentation, donc tu nous conseilles oméga 3 peut-être, hein. On a compris que c'était difficile d'avoir. Après, tout dépend si on cherche à résoudre un petit peu notre état ou pas.
la vitamine C qui peut être intéressante pour le sportif. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais mettre en avant ou que tu conseillerais, en dehors bien sûr d'un suivi chez un nutritionniste, bien entendu, que tu as répété plusieurs fois? L'hydratation. L'hydratation et le mouvement, c'est deux choses très importantes qui permettent au flux sanguin et au flux lymphatique de fonctionner. Particulièrement le flux lymphatique parce qu'il n'y a pas de cœur pour le système lymphatique, donc il n'y a pas de pompe, donc du coup il est stagnant si on ne bouge pas. Et c'est deux éléments tout bêtes, mais qui permettent d'éviter pas mal de problèmes et qui permettent aussi d'épurer les toxines. Parce que une problématique aussi dont on n'a pas trop parlé, c'est comment éliminer les toxines naturellement. Le corps s'en charge très bien avec les reins et le foie, mais les reins, pour qu'ils fonctionnent, il lui faut de l'eau. Il leur faut de l'eau. Donc la déshydratation ou le manque d'hydratation chronique est un fléau de santé. Est-ce que ça suffit? Et qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle mode un peu de, je vais pas citer de marque, mais des électrolytes, même des gens qui sont pas forcément sportifs maintenant, je vois qu'ils prennent ça. C'est quoi ton avis sur cette question-là? Alors mon avis, c'est que je déteste Oli. Oli? Voilà. Oli? Oui, oui, Ah, je connais pas la ouais, marque. J'en ai c'est connu une un autre, truc. moi. Qui commence par par hydratation, mais ça finit pas par la même façon. Commence par C'est un. Hydratis. Non, c'est tous les youtubeurs en ce moment, ils mettent ça en avant alors que c'est bourré de saloperies. Bref, Ok. et du coup non, les électrolytes ça peut être bien. En fait, en excès ça va pas faire de mal, mais du coup c'est pas très grave si on en a un peu en excès. C'est surtout utile en général quand on transpire beaucoup, donc c'est plutôt l'été quoi que c'est utile. En Moi, hiver, j'ai du mal à comprendre ce que c'est les électrolytes, finalement, des sels minéraux. Enfin, c'est de la complémentation qu'on met dans son eau, c'est ça en fait? ouais, c'est juste avoir un peu plus de minéraux dans son eau pour que, en gros, il n'y ait pas de problématique de crampe, qu'on ait suffisamment de minéraux pour que les fonctions tissulaires fonctionnent relativement normalement sans inconfort. Mais Si t'es tranchant, c'est quoi vraiment ton opinion tranchant sur les électrolytes là? sur les trucs, bah, ça sert quand on transpire beaucoup. Quand t'as fait de l'endurance plutôt, ouais. Endurance ou sport Ouais, d'endurance, transpiration l'été. Mais est-ce que je peux mettre un peu de citron, un peu de sel dans mon eau, un petit peu de ouais. sucre et c'est ok? Ou est-ce qu'il faut que j'aille chercher les électrolytes avec le... Tu vois Si ce tu que je veux dire ou transpires, pas? bah, en fait, si t'es sur un vélo que tu fais une session de 4 heures, c'est sûr que là, il te faut des électrolytes optimisés. Ah oui. Mais si tu fais juste une séance de muscu, là, tu vois, Hmm. tout à l'heure, je vais partir faire ma séance de force, je vais prendre de l'eau, hein. Oui. Tu conseilles Je combien? fais... Après, c'est quoi? C'est checker bien ses urines, toujours pareil. C'est ça vraiment le test fondamental. Ouais, avoir les urines claires, c'est important, parce que les urines foncées, ça veut dire que les reins, ils sont là, oh, de l'eau, s'il vous Hmm. plaît. Donc, Ouais. Faut toujours c'est... pareil, hein, fractionner ses apports en eau dans la journée, pas boire 2 litres d'un coup. Ouais. Ah oui, alors, attends, juste pour en revenir du coup à la mécanique quantique, en fait, la problématique, c'est qu'il y a une espèce de Putain, fantasme par rapport à j'adore. ça. Ah ouais, Ça, c'est le rappel de la digression, ça on adore. Mais ouais, non, mais c'est juste qu'en fait, il y a beaucoup de gens, et ça vient en partie de Roger Penrose, qui est un des plus grands physiciens théoriciens du 21e siècle, qui est encore en vie, qui a une théorie qui est très construite sur l'implication de la mécanique quantique dans les processus cérébraux de la conscience. Mais c'est très théorique et c'est très particulier. C'est de la physique théorique appliquée à la biologie moléculaire. C'est un truc passionnant, mais on en parlera une autre fois. Hmm. Enfin, Sauf hors que du série. coup, ce qui se passe, c'est que ces processus-là, en fait, ou disons son discours, il est retransformé à la moulinette simpliste et il est réintégré pour des gens pour qui la mécanique quantique est un sujet fascinant, pour peut-être essayer de justifier des idées ou des sentiments ou des sensations qui sont un peu plus de l'ordre du spirituel. Ça me gêne pas, mais c'est juste qu'il faut distinguer un peu, enfin comment dire, il faut essayer de faire la part du vrai, la part du faux, et faut prendre du recul par rapport à ces trucs-là, parce que la mécanique quantique, avant tout, hein, je sais que ça fait rêver les gens, mais avant tout, c'est un set de règles mathématiques. Voilà. Si je dis les choses de manière complètement non sexy, c'est une suite de règles mathématiques appliquées à l'échelle de l'infiniment petit. C'est que ça. Donc ça sert à rien de fantasmer sur des équations en maths. Ça marche. Bon, là, on peut pas répondre, donc Ouais, voilà. c'est trop. Moi, Entre... c'est pas mal joué. Mais, Non, mais c'est vrai, et juste c'est ça qu'on n'a pas parlé encore, mais au niveau de je change de sujet, désolé, mais c'est vrai que tu avais fait un podcast dessus aussi, je crois que c'était avec Biomécanique. C'était mm. sur la pollution, notamment, qu'on n'a pas encore abordé. On peut en parler sans rentrer 3 heures dedans.
Mais les Ouais. grandes lignes, qu'est-ce que tu nous conseilles justement? J'imagine les bouteilles d'eau, ne pas forcément boire. Est-ce qu'il y a vraiment des grandes règles que tu pourrais nous conseiller pour nos auditeurs? Qu'est-ce Ouais. que tu mets en place, toi, de ton côté, dans ta vie? Alors, un filtre à eau, Mmh. parce qu'en gros, pour vous détoxifier littéralement, donc pour éliminer, les perturbateurs endocriniens de votre corps, il emploie les reins et le foie et donc l'eau est très importante pour vous détoxifier. Sauf que si vous buvez des trucs qui sont toxiques, c'est un cercle vicieux. Donc, avoir une eau purifiée, c'est peut-être le truc le plus important. Voilà. Et ensuite, au niveau de l'alimentation, éviter les trucs, plastifiés. Voilà. Donc, ça peut être chiant, mais ça veut dire, avoir des contenants en inox, ou en verre, éviter d'avoir des poêles, à Tefal là, ou c'est pas Tefal, mais enfin des poêles Un avec des téflon, revêtements hein. bizarres, Mmh. voilà, au téflon, voilà. Ce genre de choses. L'alimentation et l'eau, c'est prioritaire. Essayez d'exposer le moins possible votre alimentation et l'eau aux microplastiques et aux perturbateurs endocriniens. Et le petit film plastique au-dessus là? Quand on met au frigo, on le met ou on le met pas? Tu sais, quand pour les restes le lendemain là, un petit film avec parce que moi, tout le monde me dit: «Oui, il faut mettre un petit film en haut». Bah, en fait, moi j'ai un contenant en verre, hermétique que j'ai acheté et du coup, je mets des trucs dedans. Par exemple, Voilà, mon jambon, j'ouvre, hop, je prends tout, je le mets dedans. Parfois j'ai la flemme, je le fais pas, mais vaut mieux le faire une fois sur deux que jamais. OK. Parce qu'après c'est quand même souvent enfin, tu vois, le jambon par exemple, c'est tout le temps dans du plastique, souvent régulièrement, tu vois? Et Ouais, c'est l'enfer. c'est compliqué de faire autrement. Peut-être le boucher, à la limite? Et Ou est-ce oui. que même Oui, lui, il oui, oui. utilise, ouais, lui par contre, il Non, utilise pas de plastique, ouais. c'est mieux le boucher. Mais par contre, j'ai une bonne nouvelle quand même. Ah. Il y a un truc qui tamponne les métaux lourds et les perturbateurs endocriniens, ça s'appelle la carnosine, La les viande? muscles. Les muscles, OK. Ah ouais, Donc, OK. la plus on est L-carnosine, musclé, c'est ça? ouais, J'ai vu plus ça on est, là, c'est anti-glycans, antioxydants, c'est le feu ça, hein. ouais. Donc plus on est musclé, plus on est capable de tamponner. Ah là OK, là là. Ça OK. va faire plaisir aux bodybuilders. Ça va leur faire plaisir. Donc, et après aussi, on entend la lessive, les vêtements, et cetera. Est-ce que ça, c'est une échelle moindre quand même? En fait, le problème, c'est que c'est des facteurs combinés. C'est-à-dire que, par exemple, et d'ailleurs, c'est plus en général le public féminin qui a tendance à mettre des encens partout, des huiles essentielles Mmh. partout, Les crèmes. des crèmes, etc. Et du coup, elles se surexposent aux perturbateurs endocriniens. Par exemple, c'était une mode à un moment donné pour les enfants de mettre de l'huile essentielle de je sais plus quoi derrière les oreilles quand on avait des douleurs ou des maux de gorge. Sauf que c'est ultra oestrogénisant. Et du coup, on se retrouvait avec des gamines de 11 ans qui chopaient leurs règles, OK, ou ouais, même plus jeunes. Donc, pas terrible. Ouais, donc tout ce qui Oui. est c'est pas terrible. bougies, encens, tout ça, on n'en prend pas, rien. Non, non. Même Ouais. crème pour le visage et tout, tu déconseilles pour les gens? Même les crèmes Si, un peu si, naturelles, des choses comme ça, si quand même? il y a des crèmes qui sont relativement naturelles, qui contiennent très peu de produits, mais en général, les crèmes, tout ce qui va être des produits de la peau qui ont tendance à coller, et qui restent, Mmh. ça veut dire qu'il y a en réalité des perturbateurs endocriniens qui sont conçus pour vous aider à ce que ça reste. Et ça, c'est pas bon pour le coup. Donc, bon, après, c'est bête, mais si vous allez voir un dermatologue, il va vous dire que la meilleure solution pour avoir une belle peau, c'est de faire du Du cardio. sport. Ouais. Ou de bien manger aussi. Ouais. D'ailleurs, il y a une étude qui est sortie cette année, c'est rigolo ça, sur la fermeté de la peau. Ils étudiaient les gens de l'endurance versus les gens de la force. Il s'avère que pour l'élasticité et la beauté de la peau, c'est plus les gens de la force. Ils ont une peau plus jeune. Par contre, pour la vascularisation de la peau, c'est clairement les gens de l'endurance. Donc si vous faites les deux, vous avez le meilleur des deux mondes. Mais c'est vrai que souvent les gens ils critiquent notamment les coureurs pour la peau. Ils disent qu'ils ont une peau fatiguée qui ressemble plus que leur âge. Mais je pense que c'est aussi dû au fait qu'ils sont hyper exposés au soleil et qu'ils passent des volumes. En fait, ils passent des heures et des heures. Je vois un client de journée, souvent c'est l'exemple, qui a une peau fatiguée, le pauvre, est presque comme s'il avait 50 ans. Mais en fait, il faut pas oublier qu'il passe 8 heures par jour dehors au soleil. Donc forcément, je pense que sur le long terme, c'est plus ça le Ouais, facteur complètement. peut-être limitant. L'exposition au soleil chronique est délétère et ça abîme la peau. Ça, c'est plus ça le problème de fond. Et en plus, bon, en général, les gens qui critiquent les personnes de l'endurance, c'est plus ceux de la force. Parce qu'ils Ou sont les jeunes. C'est sédentaires, ceux qui sont sur le canapé aussi, Ouais, hein. les Aussi, sédentaires oui, aussi, oui. eux, ils sont. Ils sont Il y a posés, une, hein. il y a une petite guéguerre entre les forceux et les mecs de l'endurance. Enfin, ceux de l'endurance, c'est rigolo. Ouais. Bref.
Bon, mais je pense que Ouais. il y a autre chose il y a peut-être l'air aussi. Est-ce que l'air qu'on respire, il y a des études sur ça? Est-ce que c'est bien, par exemple, de s'isoler un mois à la montagne, des choses comme de ce style d'expérience? Est-ce que ça a un impact? C'est toujours mieux, de toute façon, j'imagine. Ouais, le problème, c'est qu'il y a des coins à la montagne qui sont aussi pollués. Mmh. Alors, ouais, l'air, c'est aussi un problème si on veut absolument tout optimiser, mais encore une fois, la majorité des problématiques sont résolues par l'alimentation et l'eau. OK. Donc ouais, Et le tu corps fera le une, reste. est-ce que ça existe? Est-ce que du coup, c'est vrai, c'est détox? Est-ce que je vais manger des pommes, ça va me détoxifier? Pendant une semaine, là, tu sais, le régime à la pomme? La Non, pectine, les pecs, il y a Une, rien qui marche? Il y a non, pas bien boire, bien non, manger mais par et contre, faire du non, sport? qu'est-ce que tu proposes pour soutenir le foie et le rein à détoxiquer? En fait, le problème de l'intoxication, c'est qu'on est de plus en plus exposé aux polluants et il faut soutenir notre corps à pouvoir gérer tout ça. Alors, en fait, il y a plusieurs niveaux de problématiques là-dedans. De manière simple, que, pour aider le corps à détoxifier, il faut simplement lui apporter les nutriments qui sont bons pour lui, à savoir des vitamines, des minéraux et des protéines, pour que ces enzymes de détoxification fonctionnent correctement. Voilà. Donc là, par rapport à ça, il n'y a rien à faire. Et si vous êtes intoxiqué littéralement au sens médical, il n'y a rien à faire, il faut que vous alliez aux urgences. Donc par rapport à ça, c'est triste, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a pas d'alimentation détox au sens un truc qui va vraiment majorer la détoxification, ça n'existe pas, contrairement à ce qu'on pourrait entendre sur Internet. Et concernant les perturbateurs endocriniens, ce qui aide à la détoxification de manière endogène, c'est particulièrement le glutathion, ok, particulièrement la L-carnosine, ok, et la mélatonine, OK. ok. Parfait. Donc C'est facile. C'est assez facile en ça, plus. ça rejoint quand même pas mal ce qu'on a dit depuis le début, quoi. C'est sûr. C'est une bonne conclusion, non? Ouais. Enfin, c'est Mais parfait, hein. est-ce qu'on pourrait juste s'amuser pour finir à faire l'humain parfait en termes de santé de la conception ou même des années avant la conception? Parce que j'ai cru comprendre qu'il fallait pendant un an faire un peu Ah de ouais. cardio pour la maman et tout. Si on voulait vraiment partir sur quelque chose d'optimal, optimal, optimal, en C'est 2 minutes, hein, juste. En deux Tu tu nous minutes. fais un résumé là des 4 heures qu'on a passées ensemble, là, Là, mais vas-y. tu vois, genre, la naissance, apparemment, il faudrait donc que la. Je te laisse toi le dire, hein, vas-y. De ce que j'ai vu. Euh, il faut que, voilà, le couple, il faut que le papa fasse de la force, de la force, de la force. Une densité minérale osseuse de viking. La maman fait du cardio, du cardio, du cardio et un peu de force. Comme ça, le bébé, il naît avec une barbe et avec 3 poumons. Voilà, ça c'est la base. Et ensuite, vous virez les écrans, vous virez les perturbateurs endocriniens, les jouets en plastique. La seule chose qu'il a le droit de faire pour s'amuser, c'est tirer sur un rameur jusqu'à ses 10 ans. Et au niveau du développement, c'est quoi? C'est vrai que la première intelligence, tu dis que c'est l'intelligence motrice, que c'est important de la développer et qu'elle va s'appuyer sur les autres, c'est ça? Ouais, alors, j'ai dit ça. Jusqu'à quel âge, en fait? Jusqu'à 6 mois, 8 mois, un an? Ouais, c'est jusqu'à à peu près 8 ans, un truc comme ça. OK. Euh, Après, ça se cumule comme une pyramide et ça, finalement, en fait, c'est assez compliqué ce sujet-là. Là, pour le coup, il faudrait qu'on en discute Mmh. indépendamment sur un autre podcast. Mais Mmh. en fait, développer les intelligences de manière générale de l'enfant dans toutes les directions, sa sensibilité, sa coordination, son goût artistique, ses sens, tout ça, ça va contribuer à le rendre plus intelligent. Le fait d'avoir des apports suffisamment importants en oméga 3, le faire manger des fibres, le faire manger un petit peu tout pour la diversification alimentaire, ça va l'aider. Surtout éviter de l'exposer aux écrans parce que ça a tendance à créer des troubles du comportement et à diminuer son seuil de tolérance à la concentration ou à la solitude, qui est un point important du développement humain. Dès qu'il est en âge de marcher, vous le faites courir. Dès qu'il est en âge de courir, vous le faites sprinter. Et dès qu'il est en âge de sprinter, vous le faites faire de la compétition. Et on lui fait faire des grosses randos, dès 3 ans, comme Kylian Jornet là, on lui Ouais, fait un 3000. en fait, les enfants, on a toujours peur pour eux qu'ils se fassent mal. Mais on Moi, se rend je pas compte que comme ils ont un petit corps, en réalité, ils encaissent beaucoup mieux les dégâts parce qu'ils ont moins de charge à porter. Et ce qui est observé d'un point de vue épidémiologique, c'est que les enfants qui n'ont pas été éduqués à pas à prendre des coups, c'est ça que je veux dire, à tomber, quand ils étaient petits, qu'on a trop protégés, ils se blessent plus gravement quand ils sont quand ils sont adolescents ou à l'âge adulte.
Donc il faut laisser les gamins, quand ils sont petits, tomber. Alors évidemment, s'ils tombent trop souvent sur la tête, vous lui mettez un casque. Mais un petit casque de viking. Ouais, bien sûr. Mais ouais, donc les laisser bouger le plus possible, vraiment les protéger des perturbateurs endocriniens, les exposer à de la nouveauté cognitive en permanence. C'est vraiment des éponges, donc il faut surtout pas les mettre devant des écrans parce que ça détruit littéralement leur cognition. On les rend bêtes et impossible. C'est plus difficile pour eux ensuite de se concentrer. Voilà, c'est des choses en fait qui finalement impliquent de l'investissement et du temps pour la construction de l'enfant. Et que beaucoup de parents en fait finalement disent ouais c'est bon j'ai pas le temps, tiens regarde une série Netflix. C'est comme tout finalement, il y a le goût de l'effort derrière la bonne santé, qu'elle soit cognitive, physique ou émotionnelle, quoi. Ouais, mais justement, l'avantage, c'est quand il est petit et qu'il sait pas parler, c'est-à-dire qu'il sait pas se plaindre. Vous l'attachez à un rameur. Tant qu'il a pas fait ses 10 km de rameur, il peut pas manger. Hmm. Après, il est épuisé, donc il va dormir. Ouais, il faut Parfait. crever les. Et juste au niveau de l'immunité aussi, on essaye un petit peu au début de les mettre dans un contact, Ouais, on va dire assez ça, diversifié. c'est important pour le thymus, justement, parce que c'est le pic de développement du thymus, c'est à l'âge de 7 ans. Mais paradoxalement, les capacités de détoxification du corps sont pas maximales avant 10-12 ans. Donc du coup, il faut l'exposer à de la toxicité sur le plan viral, bactériologique, mais pas à de la toxicité Oui, endocrinienne, on va dire. extérieur, Oui, extérieur. Ou extérieur. Il fait Ok. pas manger du plomb ou un truc comme ça, non? Voilà, clairement pas. Bon, Et tout ça, après, pour ouais. pour les cellules souches, on a tourné un épisode avec Christian Drapeau, qui nous a fait une masterclass, donc ça va sortir. Je pense que ça va t'intéresser. On a parlé un peu du thymus et en fait de l'involution du thymus, mais surtout de la moelle osseuse. Lui, Mhm. son hypothèse, je te tease un peu, c'est qu'il disait que finalement on est programmé juste pour vivre jusqu'à 30 ans, quoi. Et que ce serait une anomalie, en fait, l'espérance de vie qu'on expérimente en ce moment. C'est que on n'est pas fait pour ça, quoi, à la base. Ouais, il y a plein de corps médicaux dans différents domaines, que ce soit l'endocrinologie, les dentistes, ceux qui sont spécialistes de leur appareil sexuel disent tous qu'en fait on n'est pas fait pour vivre plus de 70 balais, quoi. Donc bon, le reste on est un peu c'est du bonus, quoi. C'est du bonus. On a une très grosse cerise sur un gâteau. Magnifique, faut en profiter. Profitons-en au maximum. Bon, on va finir Ouais. sur ces belles notes. Ben, merci beaucoup, Vincent. N'hésitez pas à poser vos questions. D'ailleurs, je sais pas si tu auras le temps, mais nous, un petit commentaire pour que les gens retrouvent ta chaîne YouTube. Tu fais des vidéos de qualité et n'hésitez pas à les suivre aussi sur les réseaux sociaux. Ben, est-ce que peut-être tu as un livre qui t'a marqué, juste à conseiller à nos auditeurs, un livre ou deux en dehors de tes formations qu'on mettra en bio, bien sûr. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait intéresser nos auditeurs? Les auditeurs, 2000%. 2000%. Et nos auditrices aussi, bien sûr, qu'on embrasse. Ouais, alors c'est pas sur un sujet dont on a discuté, mais c'est sur la gestion de l'attention. C'est un truc important, soit pour le travail, soit pour le sport. Et en termes de prépa mentale, c'est un truc qui m'a énormément servi, qui m'a plus servi que tous les bouquins de prépa mentale que j'ai pu lire. C'est de Jean-Philippe Lachaud. Ça s'appelle Le cerveau funambule. Ouais, Et on en a parlé. c'est Sébastien Martinez, non, qui en parlait? Ouais, on en a parlé le dernier épisode. On a fait un épisode magnifique Sur la sur la mémoire. mémoire. Bah, à mes yeux, c'est le meilleur bouquin qui existe pour la prépa mentale. Parce qu'à partir du moment où vous arrivez à gérer votre attention, vous n'avez plus besoin de gérer votre peur à l'entraînement ou en compétition. Puisque vous êtes focalisé sur ce qui vous intéresse. Et est-ce qu'il y a un lien entre la résilience et cette capacité peut-être à faire des efforts longs ou des efforts intenses, tu vois? Le lactate, là. Tu veux chercher le lactate, là. Est-ce qu'il y a vraiment un rôle? Est-ce que Putain, c'est on va pas lié? te lâcher, Vincent, là. C'est reparti, en fait. Non, mais est-ce que c'est lié ou pas, tu vois? Parce qu'il y a des gens, est-ce que vraiment il y a un rapport entre les deux ou pas spécialement? Ouais. Ouais, en fait, maintenant on sait depuis pas très longtemps, depuis 10 mois à peine, que il existe un lien entre la résistance à l'acidose métabolique et la résilience mentale, parce que le lactate spécifiquement est un facilitateur épigénétique de la modulation neurologique de l'amygdale, qui est le centre de la peur. Ok. Et que si vous avez beaucoup de lactate par des efforts intenses, vous êtes capable de réorienter votre amygdale pour mieux gérer le stress. Voilà. Pour dire les choses de manière très synthétique. Et donc ça veut dire que si vous êtes pas courageux, le fait de faire des entraînements lactiques va vous rendre courageux. Et ça, c'est quelque chose que je trouve extrêmement puissant en termes de développement personnel, parce que ça veut dire qu'on peut vraiment se transformer par le sport. C'est ça.
Bah écoutez, ce sera le mot de la fin, je pense. Ben, merci beaucoup, Vincent. En tout cas, on ne pouvait pas mieux finir. Merci et peut-être à l'année prochaine pour un nouvel épisode. Si tu sors tu sors peut-être un livre, je sais pas si tu as des actus ou quoi, n'hésite pas à venir vers nous. Tu as quelque chose Bah, dans les là, tuyaux? j'ai sorti mon deuxième bouquin de fantasy le mois dernier, et là, Tu je nous suis en parles de train de quoi en finir. fantasy? C'est quoi le thème? Enfin, pour savoir. Non, mais c'est juste, non, mais juste pour savoir, pour nos auditeurs. Si tu veux, je mettrai Vas-y. le compte Insta dédié à mon livre, mais en gros, c'est une mythologie qui est humoristique. Bon, attends, je vais parler un peu de ça, Vas-y, ça me fait vas-y, bah oui, plaisir, mais j'aime bien ce justement, truc-là. il faut. Attends, je vais essayer de prendre un angle différent. Fais-nous une En petite gros, digression fantaisiste. ouais, je vais expliquer en même temps le propos de mon bouquin et pourquoi je l'écris comme ça, mais de manière très synthétique. Mon bouquin, en fait, c'est euh, comment est-ce que le dualisme déchire l'humanité, le bien et le mal, et comment essayer de dépasser ça. Et moi, mon propos dans le livre, c'est de dire que le bien, en fait, en tout cas, la position du bien, c'est un camp, ce sont des dieux qui existent et qui influent les humains pour aller dans cette direction-là, tandis que le mal, ce sont d'autres dieux, un autre camp, qui, en fait, influent les humains par rapport à ça. Et ils se font une guerre, sauf qu'avant, ils se faisaient la guerre entre eux, et puis au bout d'un moment, ils en ont eu marre, et ils ont fait la guerre au travers de nous. Donc, en fait, on est des pions sur un échiquier. Et pourquoi j'ai construit l'histoire comme ça? C'est parce que j'aime bien, comment dire, celui que j'admire le plus en termes d'écriture et de théologie fantastique, c'est Tolkien. Tolkien, dans sa perception du bien et du mal, c'est quelque chose d'absolu. Du coup, ces personnages, ils sont soit guidés par le bien, soit guidés par le mal. Il n'y a pas d'entre-deux. Si tu regardes des œuvres comme Game of Thrones ou Dune, en fait, tu te rends compte que le bien et le mal sont toujours modulés en fonction des besoins des personnages principaux. D'accord? Ce qui fait que du coup, ça rend le bien et le mal très relatifs. D'ailleurs, Tolkien détestait l'auteur de Dune, enfin, pas l'auteur de Dune, mais Dune, l'histoire elle-même, à cause du fait que justement, la valeur du bien et du mal a été galvaudée par les personnages. Du coup, moi, ce que j'ai fait dans mon histoire, c'est particulier, c'est que j'ai mis, entre guillemets, cette idéologie de Tolkien dans l'humanité, c'est-à-dire qu'en gros, les humains, ils font le bien parce qu'ils pensent que c'est bien et le mal parce qu'ils pensent que c'est mal. Par contre, les dieux, eux, comme ils sont tout-puissants, ils ont une perception plus proche de celle de Dune ou de Game of Thrones, puisqu'en gros, ils font le bien ou le mal, mais de toute façon, c'est surtout un rapport par rapport à leurs problématiques à eux et leurs désirs et leurs objectifs. Et du coup, ça, voilà. Et alors après, c'est une mythologie, donc c'est très très vaste. C'est sur un univers entier. Il y a beaucoup de personnages. Et comme tout ça, c'est très compliqué, mais que j'aime bien raconter ces histoires en philosophie, j'ai pris comme première couche d'écriture l'humour. Donc du coup, c'est très humoristique. Si vous aimez bien les punchlines de mes vidéos React ou de ce que l'on a raconté aujourd'hui, vous allez vous marrer parce que c'est ça puissance 10, puisque là, je me lâche complètement. Et voilà. Ben nickel. Ben, écoute, on mettra les Trop bien, liens en bravo. description. Mais merci beaucoup, Vincent, pour tout ce travail. Tu dois pas beaucoup. On a l'impression que tu dors pas beaucoup, mais tu dois quand même bien dormir, je pense, hein. Donc c'est bien. Félicitations. Ah, il faut là, il faut Si, bien si, dormir, hein. ouais, il fait beaucoup de choses, mais tant mieux, il faut. Mais en tout cas, merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Merci encore aux deux Vincent, hein. Merci les gars. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Salut!